Arnold est le 7e prince du royaume, prétendument inutile, complètement différent de son parfait frère jumeau, le 8e prince Léonard. Mais cette image de bon à rien n'est qu'un masque destiné à tromper tout son entourage. Lorsqu'Arnold enfile son masque de fer, il devient Silver, un aventurier légendaire de rang SS dont le seul nom suffit à terrifier les gens. Aujourd'hui, il se faufile encore une fois dehors en secret pour accomplir une nouvelle mission, quand soudain son majordome Sébastien apparaît derrière lui et lui ordonne de rentrer sur le champ. Arnold sursaute et se plaint que Sébastien se déplace toujours dans le palais comme un fantôme, mais le majordome n'est pas venu pour bavarder. Il apporte des nouvelles extrêmement graves. Le général Dominique vient de mourir. On ne dispose encore que de très peu d'informations sur cette mort, mais Sébastien laisse clairement entendre qu'il s'agit d'un assassinat et que la cour ne mènera probablement pas d'enquête sérieuse. Arnold comprend immédiatement le problème. Dominique faisait partie des personnes qui soutenaient ouvertement son jeune frère, le prince Léonard, dans la lutte pour le trône. La scène se déplace ensuite à la guilde des aventuriers de Weert, dans la capitale impériale d'Adrasia, située sur le continent central de Vogel. L'apparition de Silver jette immédiatement toute la guilde dans l'excitation, car il vient de rentrer seul avec la corne du roi Minotaure, un monstre qui avait auparavant anéanti tout un groupe de rang A. La réceptionniste est profondément honorée de rencontrer l'un des 5 plus puissants aventuriers de rang SS du continent. Après avoir reçu sa récompense, Silver met de côté une partie de l'argent pour offrir à boire aux aventuriers de la guilde, ce qui lui vaut les acclamations et les éloges de tous. Avant de partir, il leur dit que la prochaine fois, ils devront lui confier les quêtes les plus difficiles qui soient. Une fois débarrassé de son identité de Silver, Arnold retrouve son rôle de prince incompétent et s'apprête à commencer son travail depuis l'ombre. Au palais de l'épée royale, Arnold rencontre son frère jumeau Léonard, ainsi que Sébastien et la servante Mary Wilk. Léonard est profondément ébranlé par la mort du général Dominique, car il comprend que le général a été tué uniquement parce qu'il se tenait à ses côtés. Arnold soupçonne que le coupable pourrait être l'un de leurs autres frères et sœurs royaux, comme Eric, Zandra ou Gordon, qui visent eux aussi le trône. Cependant, Léonard ne veut pas prendre part à cette lutte. Il ne veut pas voir les membres de la famille royale s'entretuer. Arnold lui adresse un avertissement brutal. Si Léonard refuse de se battre, la mort finira par s'abattre sur lui, sur Arnold, et même sur leur mère. Ces mots forcent Léonard à sortir de son idéalisme. Il s'excuse et décide qu'il se lèvera et se battra pour le trône. Arnold promet de soutenir son frère. La première étape consiste pour Léonard à acquérir assez de puissance pour que personne ne puisse le menacer à la légère, tandis qu'Arnold cherchera discrètement des alliés. Cependant, Arnold le prévient aussi que la plupart des grands nobles et des ministres puissants ont déjà choisi leur camp parmi les 3 candidats les plus forts. Léonard remercie son frère et dit que c'est en réalité Arnold qui possède les qualités d'un empereur. Arnold rejette immédiatement cette idée. Son projet de vie est simple, vivre paisiblement, profiter du confort, épouser une jolie femme et rester très loin des ennuis. Mais pour obtenir cette vie paisible, il a besoin que Léonard devienne empereur. Sébastien demande alors pourquoi Arnold ne révèle pas son identité de Silver, puisque si les gens savaient qu'il est un aventurier de rang SS, sa réputation grimperait en flèche. Arnold refuse immédiatement. Il explique qu'un de leurs ancêtres royaux est devenu fou après avoir développé une obsession pour la magie ancienne. Depuis lors, ce type de magie est devenu un tabou absolu au sein de la famille royale. Malheureusement, le pouvoir même qui permet à Arnold d'agir en tant que Silver est la magie ancienne. Si la véritable identité de Silver était révélée, Arnold ne serait pas félicité. Il risquerait au contraire d'être traité comme un criminel de la lignée royale. Arnold explique aussi que révéler l'identité de Silver maintenant ne ferait que compliquer les choses. Si l'on apprenait que le propre frère de Léonard est un aventurier de rang SS opérant dans l'ombre, le chemin de Léonard vers le trône serait immédiatement frappé de suspicion. Pour l'instant, le masque du prince inutile est bien plus utile, tandis que l'identité de Silver doit rester un atout final. Arnold demande ensuite à Sébastien quelle famille ducale n'a pas encore choisi de camp dans la lutte de succession. Sébastien mentionne immédiatement la famille Klenner, une maison prestigieuse qui est restée silencieuse parce que des monstres perturbent leur territoire et qu'elle n'a pas encore pu résoudre le problème. En entendant cela, Arnold élabore rapidement un plan. Il veut répandre l'histoire que le prince Léonard a demandé à l'aventurier Silver d'éliminer les monstres pour la famille Klenner. Si le plan réussit, les Klenner auront une grande dette envers Léonard et pourraient devenir ses alliés. Sébastien craint que si un prince semble capable de commander un aventurier de rang SS, la famille Klenner ne devienne méfiante, et que la véritable identité d'Arnold ne soit même révélée. Mais Arnold pense que cette méfiance est exactement ce dont ils ont besoin. Plus leurs ennemis sauront que Silver est lié à Léonard, moins ils oseront agir librement contre lui. Avant le départ d'Arnold, Sébastien lui rappelle de se méfier de la fille du duc Klenner, une femme connue pour son extraordinaire beauté. Il l'avertit de ne pas se laisser distraire par son apparence. Arnold fronce les sourcils, agacé que Sébastien ne manque jamais une occasion de lui faire la leçon, et insiste sur le fait qu'il n'est pas du genre à perdre sa concentration à cause d'une femme. Après cela, Arnold se rend au manoir Klenner sous son identité de Silver et demande à rencontrer le duc. Cependant,
Celui qui le reçoit est le frère aîné de Dame Finn, qui refuse de le laisser entrer parce qu'il croit qu'Arnold est un imposteur. Il se moque même de lui, disant que si quelqu'un d'aussi important que Silver était apparu, la guilde des aventuriers aurait certainement envoyé un avis à l'avance. Silver essaie de montrer sa carte d'aventurier comme preuve, mais l'homme refuse même de la regarder et continue de lui ordonner de partir. Cependant, c'est exactement ce que veut Arnold. Avant de partir, Silver laisse délibérément planer un lourd avertissement. Il dit qu'il est venu ici sur ordre du prince Léonard et demande à l'homme d'informer le duc que la famille Klenner a insulté à la fois Silver et le prince qu'il a envoyé. Malgré cela, l'homme chasse obstinément Silver. À ce moment, Arnold voit par hasard Dame Finn à la fenêtre et est immédiatement frappé par sa beauté. Mais il n'a pas le temps de rester planté là à l'admirer. Arnold retourne voir Sébastien et lui ordonne de préparer immédiatement un voyage vers le territoire Klenner. Sébastien est confus, puisqu'Arnold vient tout juste d'en revenir, mais Arnold sourit simplement et explique le stratagème. Celui qui a été chassé était l'aventurier Silver. Celui qui va maintenant arriver pour exiger des explications est le 7e prince, Arnold. En termes simples, Arnold a créé un piège politique pour acculer la famille Klenner, la forçant à baisser la tête et à demander l'aide de Léonard. Bien que la téléportation permettrait à Arnold d'arriver instantanément, cette fois il voyage en calèche pendant 5 jours afin de sauver les apparences. 5 jours plus tard, Arnold rencontre officiellement le duc Helmé von Klenner, qui ne l'a pas vu depuis l'âge de 10 ans. À l'instant où le duc demande la raison de sa visite, Arnold ouvre la conversation par une seule exigence, une compensation. Avant que le duc ne puisse comprendre ce qui se passe, Arnold entre pleinement dans le rôle du prince offensé. Il déclare haut et fort que Léonard avait une telle confiance en la famille Klenner qu'il a mis de côté la lutte de succession et a envoyé l'aventurier de rang SS Silver pour les aider à éliminer les monstres. Arnold souligne également que Silver possède la magie perdue de la téléportation instantanée, il n'y a donc absolument aucune chance qu'il ne soit jamais venu ici. En entendant cela, le duc est complètement désemparé, car il ne sait vraiment rien du fait que son fils ait chassé Silver et caché l'affaire. Sébastien soutient parfaitement la mise en scène d'Arnold, jouant le médiateur et affirmant que le duc semble véritablement ignorant. Mais Arnold ne s'arrête pas. Il continue à faire pression sur le duc, l'accusant de faire semblant de ne pas savoir, d'agir avec ingratitude, et allant même jusqu'à sous-entendre que le duc accuse un prince de mentir. Après enquête, le duc traîne finalement son fils pour qu'il présente ses excuses. Avec une performance préparée et quelques manœuvres soigneusement orchestrées, Arnold transforme l'erreur de la famille Klenner en un parfait piège politique, poussant le prestigieux duc à devoir s'incliner devant Arnold et Léonard. À ce moment, Finn apparaît et s'offre elle-même en compensation de l'erreur de sa famille. Après avoir placé la famille Klenner dans une position difficile, Arnold feint de s'humilier et de demander à Silver d'éliminer les monstres. Il pense qu'en tant qu'aventurier, Silver ne pourrait jamais ignorer des monstres qui nuisent à des innocents. Comme prévu, Silver apparaît. Cependant, devant Finn, il souligne délibérément qu'il agit cette fois par respect pour la famille Klenner. Finn est profondément reconnaissante et promet qu'elle ne le décevra pas. À ce stade, elle a presque complètement cru qu'Arnold s'est véritablement humilié et a demandé de l'aide à un aventurier de rang SS pour le bien du territoire Klenner. Mais peu après, une conversation privée entre Sébastien et Arnold révèle la vérité. Toute cette négociation dramatique n'était qu'une mise en scène. Arnold a utilisé une magie d'illusion pour créer un faux Silver et tromper Finn. Sébastien se rend compte que le plan a réussi, tandis qu'Arnold est plutôt satisfait d'avoir enfin convaincu Finn de voir Léonard et sa faction d'un œil différent. Peu de temps après, Finn vient remercier Arnold. Bien qu'Arnold fasse délibérément l'indifférent et dise qu'il n'a agi que pour son propre bénéfice, Finn croit toujours qu'il a courbé la tête pour la sécurité du peuple. Elle s'excuse sincèrement de l'avoir mal jugé auparavant en le prenant pour une personne effrayante et espère qu'il pardonnera son jugement erroné. Aux yeux de Finn, l'image du prince inutile commence à changer. Plus tard, Sébastien taquine Arnold en disant que le sourire de Finn a dû lui rappeler d'agréables souvenirs d'enfance, mais Arnold le coupe rapidement avant que le majordome ne puisse continuer. Le véritable problème reste les monstres qui tourmentent le territoire Klenner. Arnold explique que le groupe d'aventuriers actuel, composé de 2 aventuriers de rang B et 4 de rang A, n'a pas réussi à résoudre le problème non pas parce que les slims individuels sont particulièrement forts, mais parce qu'il y a une mère slim qui en produit constamment. Tant que la source ne sera pas détruite, les slims continueront d'apparaître sans fin. Sous son identité de Silver, Arnold se rend dans la zone infestée de monstres et rencontre le groupe d'aventuriers dirigé par Abel. Abel a honte à l'idée de se retirer et de tout laisser à Silver, car cela lui donnerait l'impression de ne pas être digne d'être un aventurier. Cependant, l'aventurière Lymphia admet que la situation a déjà dépassé leurs capacités. La mer Slim est bien trop grande, et leur groupe ne peut pas porter de coups décisifs, ils n'ont donc d'autre choix que de se retirer. Silver leur donne un choix clair. Soit il le laisse s'en occuper maintenant, soit il fera un rapport à la guilde, une quête d'urgence sera émise, et il reviendra ensuite pour s'en charger. Reconnaissant ses propres limites, Abel s'excuse auprès de ses camarades et cède le combat à Silver. Mais au lieu de se montrer arrogant, Silver reconnaît sérieusement leurs efforts.
Il leur dit que leurs attaques précédentes ont aidé à empêcher les dégâts de s'étendre davantage. Les éloges d'un aventurier de rang SS surprennent tout le groupe. Silver les remercie également et ajoute que s'il visite un jour l'antenne de la guilde dans la capitale, il sera prêt à les aider. Le groupe d'Abel demande alors ce que Silver compte faire ensuite, s'attendant à ce qu'ils doivent encore mener un combat difficile. Mais Silver se tient simplement debout, calme, et commence à psalmodier. Il se proclame serviteur de la volonté divine, détenteur de la flamme sacrée qui juge et réduit le mal en cendres. Abel réalise immédiatement, stupéfait, qu'il s'agit de magie ancienne, une forme de magie extrêmement puissante et rare. Puis Silver lance flamme d'exécution. En un instant, tous les sèmes de Slim et l'énorme mère Slim sont complètement effacés. Un combat que même un groupe d'aventuriers de haut rang ne pouvait terminer est achevé par Silver en un seul sort terrifiant. Après que tout est résolu, Silver demande au groupe d'Abel de signaler l'achèvement de la quête. Abel insiste sur le fait que Silver est le héros qui a sauvé le territoire du duc, mais Silver rejette froidement le titre de héros et s'éloigne. Tout semble s'être terminé parfaitement. Arnold revient dans une pièce marquée d'un écriteau indiquant « Chambre du prince ». Défense d'entrée. Là, il vient juste de quitter son déguisement et de retrouver sa véritable apparence. Tournant le dos à la porte, Arnold soupire de soulagement en disant que tout est enfin fini. Mais la paix ne dure même pas un instant. À ce moment précis, Finn entre accidentellement dans la pièce, et Arnold se fige en réalisant que son plus grand secret vient d'être découvert par Dame Finn elle-même. Après avoir accidentellement découvert le plus grand secret du prince, Finn décide que quitter la pièce le plus vite possible serait l'option la plus sûre. Arnold bloque immédiatement la porte. Si la nouvelle se répand que le 7e prince inutile et le légendaire aventurier Silver sont une seule et même personne, tout son plan pour placer Léonard sur le trône pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Finn promet en hâte qu'elle ne révélera jamais l'identité de Silver à quiconque, bien qu'elle le dise assez fort pour informer la moitié du manoir. Heureusement, Arnold a déjà placé une barrière d'insonorisation autour de la pièce. Malheureusement, il a pensé à protéger la conversation des oreilles indiscrètes mais a oublié de protéger la porte des invités qui entrent tout simplement. Arnold tente de l'intimider, avertissant que les personnes qui apprennent son secret ne sont pas toujours autorisées à repartir saines et sauves. Finn reste étrangement calme. Elle pense qu'il n'est pas le genre d'homme à faire du mal à une innocente, et elle commence à assembler les pièces elle-même. Arnold est déjà rentré, ce qui signifie que les monstres menaçant son territoire ont dû être vaincus. Pour la famille Klenner, il n'est pas simplement un prince caché derrière une réputation de paresseux. Il est le héros qui a sauvé leur foyer. Quelle que soit la raison qu'il a de mener deux vies différentes, Finn est prête à l'accepter. Arnold l'avertit une dernière fois qu'il ne lui pardonnera jamais si le secret est révélé. Elle accepte avec le plus grand sérieux. À l'instant où Arnold se détourne, cependant, il s'effondre dans un fauteuil et se demande comment une identité qu'il a protégée pendant des années a pu être découverte à cause d'une chose aussi ridicule qu'une porte non verrouillée. Plus tard, le duc Klenner invite Abel et Lymphia à recevoir une rémunération supplémentaire au-delà de la récompense initiale de leur mission. Abel refuse. Il explique que c'est Silver qui a véritablement vaincu la mère Slim, et qu'un aventurier doit avoir assez de fierté pour n'accepter que le paiement qu'il a mérité. Lymphia est d'accord, promettant que la prochaine fois qu'ils accepteront une mission, ils la mèneront à bien par leur propre force. Arnold se rend compte que le groupe d'Abel manque peut-être encore d'expérience, mais leur intégrité les rend totalement dignes de confiance. Une fois les aventuriers partis, le duc Helmé Klenner remercie personnellement Arnold d'avoir sauvé le territoire. Arnold redirigeait immédiatement tout le mérite vers Léonard. Il souligne que sa visite à Klenner aussi bien que l'intervention de Silver ont eu lieu grâce au 8e prince. Le duc comprend exactement ce que fait Arnold, mais il reconnaît aussi la dette que sa famille a maintenant contractée. Il déclare que la maison Klenner soutiendra Léonard dans la succession impériale et serre fermement la main d'Arnold, promettant d'aider le jeune prince à avancer vers le trône. Avec cette alliance assurée, Léonard a finalement établi une 4e faction majeure, lui donnant assez d'influence pour se tenir aux côtés des deux princes et de la princesse qui mènent actuellement la lutte pour la succession. Même avec le soutien des Klenner, Arnold admet que leur faction manque encore de personnel. De nombreux nobles restent neutres, attendant de voir quel candidat semble le plus susceptible de gagner. Pour les recruter, Léonard a besoin d'un représentant doté d'un nom respecté, d'une réputation digne de confiance et d'assez d'habileté politique pour négocier en son nom. Le duc Klenner affirme avoir le candidat parfait. Puis, sans le moindre avertissement, il annonce qu'il aimerait confier sa fille à Arnold. Le prince, capable de calculer des mouvements militaires et des alliances politiques sans sourciller, se fiche soudainement. Le duc explique que Finn est déterminé à rembourser la dette qu'elle doit à Arnold, et qu'en tant que père, il a choisi de respecter cette décision. Plus important encore, Finn a personnellement reçu le titre de Blomeux de l'empereur et est largement admiré dans toute la capitale impériale. Son nom lui permettra d'approcher des nobles neutres qui pourraient refuser une invitation de la faction nouvellement formée de Léonard. Finn monte dans une calèche avec Arnold et se prépare à partir pour la capitale impériale. Avant de partir, elle fait ses adieux à son père et à son frère. Elle comprend que ses capacités sont encore limitées, mais elle est déterminée à contribuer à la lutte à venir. Arnold lui fait clairement comprendre le danger.
Il ne s'agit pas d'une mission politique ordinaire. C'est une lutte pour le trône impérial, et au moment où elle rejoint la faction de Léonard, elle risque de devenir une cible pour chaque candidat rival. Finn accepte le risque sans hésiter. Elle fait même remarquer que rester aux côtés d'Arnold lui permettra de surveiller plus facilement la femme qui connaît son secret. La logique est difficile à contredire. À partir de ce jour, Arnold a gagné à la fois une précieuse alliée politique et un coffre-fort ambulant contenant les informations les plus dangereuses de l'Empire. Il lui dit qu'il se sentirait beaucoup plus rassuré si elle restait en sécurité à Klener. Finn répond avec un sourire qui rend une chose évidente, cette calèche ne va que dans une seule direction. 5 jours plus tard, Arnold revient à la capitale impériale avec Finn et rencontre Léonard. Le jeune prince est ravi que la mission ait réussi, mais il est surpris qu'Arnold ait réussi à convaincre Silver de les aider. Arnold maintient son déguisement et décrit Silver comme un homme mystérieux qui tient ses promesses sans jamais expliquer clairement pourquoi il accepte de coopérer. D'une manière ou d'une autre, il parle de lui-même avec une méfiance sincère tout en gardant un visage parfaitement impassible. Sa capacité à jouer les deux personnages pourrait lui valoir un premier rôle dans n'importe quelle troupe de théâtre. Léonard croit que son frère a un plan, mais il avertit tout de même Arnold de ne pas trop compter sur un aventurier dont les motivations restent inconnues. Quoi qu'il en soit, Klener a été sauvé, le duc a officiellement rejoint leur camp, et Léonard possède enfin les bases d'une véritable faction de succession. Lorsque Léonard apprend que la maison Klener a également envoyé quelqu'un pour les assister, il demande immédiatement de qui il s'agit. Avant qu'Arnold ne puisse répondre, Finn entre dans la pièce. Elle se présente comme la fille aînée de la maison Klener et salue respectueusement le 8e prince. Léonard l'accueille poliment et fait remarquer qu'elle mérite amplement le titre célébré de Blomeo. Finn se détend légèrement, réalisant que la description d'Arnold dépeignant Léonard comme doux et intelligent était exacte. Quand Léonard lui demande comment elle compte les aider, Arnold explique qu'elle s'occupera des négociations. En utilisant sa réputation et les relations de la famille Klener, elle pourra approcher les nobles qui n'ont pas encore choisi de faction. Il veut qu'elle se coordonne directement avec Léonard. Le problème est que leur base politique vient à peine d'être construite, alors que la plupart des personnalités influentes ont déjà été réparties entre les 3 principaux candidats. Léonard admet que recruter des alliés supplémentaires sera extrêmement difficile. Finn pose alors la question la plus fondamentale de toutes, qui sont exactement ces 3 rivaux? C'est seulement maintenant qu'elle se rend compte qu'Arnold l'a entraîné dans une guerre pour le trône sans lui fournir la séance d'information introductive. Arnold sort un ouvrage de référence et commence à expliquer la compétition. Le premier grand candidat est le 2e prince Eric Lacadler, 28 ans. Célèbre pour son intelligence et son jugement politique, Eric est principalement soutenu par les fonctionnaires civils et les nobles de l'administration. Vient ensuite le 3e prince Gordon Lacadler, 26 ans, un prince militant soutenu par la faction la plus puissante de l'armée impériale. La dernière prétendante est la 2e princesse Zandra Lacadler, 22 ans, un prodige de la magie appuyé par les mages de tout l'Empire. Chacun d'eux contrôle un pilier différent du pouvoir. Eric commande l'intellect et l'administration, Gordon commande les soldats, et Zandra commande la magie. La faction de Léonard commande pour l'instant la détermination, l'optimisme et un inquiétant manque de personnel expérimenté. Toute la crise a commencé 3 ans plus tôt, lorsque le prince héritier Wilhelm est mort au combat. Si leur talentueux frère aîné avait survécu, le conflit de succession n'aurait peut-être jamais éclaté. Cependant, les morts ne peuvent pas revenir pour porter le fardeau à leur place. Si Léonard veut se protéger lui-même, protéger Arnold et tous ceux qui les soutiennent, il doit devenir empereur avant que l'un de ses frères et sœurs ne le retire définitivement de l'échiquier. Léonard hésite encore. Il demande doucement si quelqu'un comme lui peut vraiment réussir. Arnold répond sans drame ni incertitude. Il fera en sorte que Léonard devienne empereur. La phrase est brève, mais la confiance absolue qu'elle dégage suffit à restaurer la résolution de Léonard. À ce moment, Marie arrive avec de nouvelles informations. Le comte Seyfried a rejoint la faction de Zandra, tandis que le baron Polman a été recruté par Gordon. Les nobles neutres commencent à choisir leur camp les uns après les autres, laissant de moins en moins de place à Léonard pour s'étendre. Arnold comprend qu'ils ne peuvent pas empêcher les 3 factions majeures de continuer à grandir. Léonard, cependant, refuse de voir la situation uniquement de façon négative. Leur propre camp progresse également. La maison Klener les soutient maintenant, et la réputation de Finn peut ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Finn promet immédiatement de faire tout son possible. Arnold s'excuse alors. 5 jours en calèche ont poussé son dos à déclencher sa propre rébellion. Le stratège de l'ombre est peut-être capable de défier toute la cour impériale, mais même lui est impuissant face aux transports médiévaux. 2 jours plus tard, Finn demande à Arnold de lui faire visiter la capitale impériale pour qu'elle puisse se familiariser avec la ville. Elle tente d'abord de se déguiser avec une paire de lunettes, mais Arnold rejette immédiatement l'idée. Son visage célèbre et sa robe élégante restent parfaitement visibles, donc les lunettes ne servent qu'à annoncer qu'elle essaie de cacher son identité. Finn enfile plutôt une cape bleue. Dès qu'il quitte le palais, elle se transforme en une visiteuse enthousiaste à son premier festival, posant des questions sur tout ce qu'elle voit. Arnold lui montre des boutiques qui expertisent les armes et les outils magiques.
Il explique aussi que la forte odeur médicinale qui émane d'une boutique appartient au même type de remède que Sébastien le force à boire chaque fois qu'il tombe malade. Finn perd immédiatement toute envie d'y goûter. Impressionnée par la façon dont Arnold connaît la ville, elle loue sa familiarité avec chaque rue et chaque échoppe. Arnold lui demande gauchement de ne pas s'adresser à lui de manière trop formelle en public. Pour éviter d'attirer l'attention, elle devrait simplement l'appeler Al. Ils achètent à manger et s'assoient dans un parc près du haut mur qui entoure un terrain d'entraînement militaire. Finn mange joyeusement un sandwich tandis qu'Arnold s'inquiète qu'une nourriture de rue aussi bon marché ne convienne pas à la fille d'un duc. Elle lui assure que c'est délicieux et demande quel genre de fromage se trouve à l'intérieur. Arnold répond négligemment qu'il a été fabriqué à partir d'un minotaure de bas niveau. Finn s'arrête de mâcher au milieu de sa bouchée suivante. Alors que des enfants jouent à proximité, Arnold se souvient des jours où il s'échappait secrètement du palais pour explorer la ville. Finn lui demande s'il était autrefois aussi insouciant que ses enfants. Arnold se couvre le visage et dit seulement que plusieurs souvenirs douloureux lui sont soudainement revenus. À en juger par son expression, Sébastien a probablement administré les conséquences en personne. Finn avoue qu'elle n'a jamais eu beaucoup d'amis en grandissant. Arnold lui répond que la durée d'une amitié importe bien moins que le fait de choisir des personnes dignes de confiance. Pour Arnold, c'est un conseil ordinaire. Pour Finn, cela ressemble à une sagesse qui devrait être gravée dans la pierre et préservée pour les générations futures. Plusieurs enfants leur rentrent accidentellement dedans et s'excusent rapidement avant de continuer à travers le parc. Finn les regarde un instant, puis décide que ses vêtements actuels lui donnent encore trop l'air de quelqu'un qui se cache des autorités. Arnold l'emmène dans une boutique qu'il connaît et lui permet de choisir quelque chose de plus approprié. Finn lui demande quel style il préfère personnellement, forçant le stratège qui résout couramment des problèmes de succession impériale à affronter une question bien plus dangereuse que la politique. Après avoir essayé plusieurs tenues, elle émerge portant une robe blanche ornée de motifs de rose. Arnold admet que cela lui va parfaitement. Le boutiquier en conclut immédiatement qu'ils sont un jeune couple au début d'une romance. Arnold nie, mais le propriétaire ne devient que plus enthousiaste, très probablement parce que les malentendus romantiques sont excellents pour les ventes. Une fois l'achat terminé, Arnold dit au boutiquier d'envoyer la facture directement à Sébastien. La journée semble se dérouler étonnamment bien jusqu'à ce qu'un groupe de jeunes nobles leur bloque le chemin peu après leur sortie de la boutique. Leur chef est Gilles von Holzwarth, fils aîné du duc Holzwarth. Dès qu'il reconnaît Arnold, Gilles le traite ouvertement de prince inutile et commence à se moquer de lui. Il pose même la main sur la poignée de son épée et affirme que personne ne s'en soucierait s'il attaquait Arnold en pleine rue. Arnold lui rappelle calmement que Léonard est devenu de plus en plus célèbre. Comme les deux princes sont jumeaux, le public a peut-être commencé à reconnaître aussi le visage d'Arnold. Gilles écarte cette possibilité. Selon lui, personne ne prête attention à Arnold parce que ni son comportement ni son apparence ne possèdent la moindre trace de dignité royale. Finn s'avance immédiatement pour protester. Gilles suppose qu'elle n'est qu'une servante, avant qu'elle ne se présente comme Finn von Klenner, la noble connue dans toute la capitale sous le nom de Blomeo. Elle fait remarquer qu'il est profondément décevant de voir le fils d'un duc se comporter avec une telle honte. Elle demande si Gilles pense que la réputation de prince inutile d'Arnold lui donne la permission de faire tout ce qu'il veut. Un noble qui ne montre aucun respect envers la famille impériale n'a pas le droit de parler fièrement de son propre statut. L'expression de Gilles change instantanément. Avant que la confrontation ne s'aggrave, Arnold exécute une imitation de la personnalité digne de Léonard. Il prétend que Finn souhaitait éviter les rumeurs, et qu'il a donc accepté de jouer le rôle de son propre frère en l'accompagnant. Il a même emprunté des vêtements appropriés pour compléter le déguisement. Le mensonge est débité si naturellement que Gilles n'a pas le temps de le remettre en question. Il s'excuse, rassemble ses compagnons et s'éloigne rapidement. Finn demande si son intervention a causé des problèmes. Arnold admet que Gilles en voudra désormais à elle et à Léonard. Plus important encore, sa défense publique d'Arnold permet aux observateurs de comprendre plus facilement que la maison Klenner s'est alignée sur Léonard. Leurs mouvements futurs seront bien plus difficiles à dissimuler. Aider quelqu'un au bon moment est admirable, mais attirer l'attention de tout le monde politique en le faisant est une autre affaire. Arnold l'avertit fermement de ne pas agir seul la prochaine fois, car une décision impulsive pourrait la mettre directement en danger. Finn s'excuse d'avoir agi trop vite, puis demande si Arnold l'emmènera encore en ville. Il accepte, tout en promettant que la prochaine fois, il préparera aussi un déguisement approprié pour lui-même. Plusieurs jours plus tard, Arnold et Léonard se dirigent vers la grande salle d'audience après avoir reçu une convocation impériale inattendue. Tous les princes et princesses actuellement présents dans la capitale ont reçu l'ordre d'assister à une réunion des plus hauts ministres, un événement si rare qu'une année entière peut s'écouler sans qu'ils s'en tiennent. Léonard suppose que leur père doit avoir une annonce importante et espère que ce sera une bonne nouvelle. Arnold prédit qu'il y a 90% de chances que rien de bon ne les attende. Léonard lui demande immédiatement d'arrêter d'attirer le malheur avant que l'empereur n'entende et ne les réprimande tous les deux. Les portes massives de la salle d'audience s'ouvrent. Un par un, les principaux candidats à la succession apparaissent, tandis que l'empereur Johannes est assis sur le trône, prêt à annoncer une décision qui pourrait modifier l'équilibre de tout l'empire. L'empereur Johannes décide de placer tous ses enfants dans une toute nouvelle compétition.
Tous les princes et princesses séjournant actuellement dans la capitale impériale sont convoqués, à la seule exception de la première princesse Lieselotte, qui ne peut quitter son poste à la garde de la frontière. En parcourant du regard la longue lignée de ses frères et sœurs royaux, Arnold ne peut s'empêcher de remarquer qu'aucun d'eux ne se ressemble beaucoup ni ne semble avoir hérité de nombreux traits visibles de leur père. Pourtant, il comprend que l'annonce qu'il s'apprête à entendre pourrait complètement remodeler leur vie. Dès que chacun prend sa place, le troisième prince Gordon sent immédiatement la possibilité d'une guerre. Il demande avec enthousiasme à être envoyé à la frontière pour démontrer sa force. Sa jeune sœur Zandra ricane froidement et se moque de lui pour avoir résolu chaque problème par les muscles. Gordon répond qu'une mage physiquement faible ne pourra jamais comprendre la gloire d'un vrai guerrier. Zandra devient assez irritée pour sembler prête à écraser son frère au milieu de la salle d'audience. L'affection entre ses frères et sœurs est apparemment maintenue à température d'ébullition. Le prince Éric intervient pour empêcher la dispute de se transformer en véritable combat, mais l'empereur Johannes considère une telle rivalité comme saine. Lui aussi a dû surpasser ses propres frères pour revendiquer le trône. Cette fois, il veut que chaque enfant royal participe à une compétition ouverte qui révélera qui mérite de se rapprocher du pouvoir impérial. Gordon suppose d'abord qu'ils vont se battre directement les uns contre les autres. Johannes désigne alors Rupert, le plus jeune prince, âgé d'environ 10 ans, et demande en quoi battre un enfant serait une compétition équitable. L'empereur annonce ensuite la restauration du festival de chasse de l'Ordre des Chevaliers, un événement abandonné plusieurs décennies auparavant. Le chancelier France explique que les ordres de chevalerie impériaux rivalisaient autrefois en chassant des monstres énormes et exceptionnellement rares. Avec l'expansion de la profession d'aventurier, ces missions ont été progressivement transférées à la guilde des aventuriers, ce qui a entraîné la disparition du festival. Récemment, cependant, l'activité des monstres a considérablement augmenté. Les antennes de la guilde à travers l'Empire sont débordées, et le quartier général a demandé à la famille royale de faire revivre l'événement. Gordon propose immédiatement d'attribuer le titre de prince héritier au vainqueur, mais Éric objecte que l'avenir d'un empire ne peut être décidé par une chasse aux monstres. Johannes est d'accord. La récompense finale ne sera pas la position d'héritier, mais la charge d'ambassadeur plénipotentiaire, le représentant officiel chargé de construire les relations d'Adrasia avec les nations étrangères. Le poste ne détermine pas directement la succession, mais quelle que soit la faction qui le contrôle, elle gagnera un énorme avantage diplomatique. Johannes annonce également qu'il assignera personnellement un ordre de chevalerie à chacun de ses enfants. Ils pourront participer à la chasse directement ou rester en sécurité au camp pendant que leurs chevaliers concourent. À partir de ce moment, le festival devient une manche officielle dans la lutte pour la succession. Après avoir quitté la salle, Léonard fait remarquer qu'Arnold est la personne la mieux placée pour devenir ambassadeur. Il comprend les affaires étrangères et est exceptionnellement doué pour nouer des relations. Arnold, cependant, n'a aucun désir de gagner. Dès qu'il se placera sous les projecteurs en tant que champion, il deviendra beaucoup plus difficile de continuer à préparer tranquillement la voie pour son jeune frère. Arnold demande si Léonard veut se retirer. Après un long silence, Léonard admet que rivaliser contre ses propres frères et sœurs lui pèse lourdement. Cette fois, cependant, il refuse de fuir. Il porte la responsabilité envers sa mère et envers les seigneurs morts après avoir placé leur foi en lui. Léonard admet ouvertement qu'il ne peut pas réussir seul et demande à Arnold, Finn et aux autres de le soutenir. En acceptant volontairement la position centrale, Léonard rend impossible pour Arnold de rester à l'écart. Arnold accepte d'aider, sachant que ce festival déterminera si leur faction peut se tenir aux côtés des 3 principaux candidats ou être éliminé de la compétition avant d'avoir eu le temps de grandir. Ce soir-là, Arnold, Sébastien et Finn analysent la situation. Le festival est à la fois une opportunité précieuse et un pari énorme. Si Léonard gagne, sa faction gagnera en influence. Si Éric, Zandra ou Gordon deviennent ambassadeurs, l'écart entre les 3 grandes factions et le petit groupe de Léonard pourrait devenir si grand que la 4e faction disparaîtrait complètement de la lutte pour la succession. La victoire ne dépend pas seulement des capacités au combat, mais aussi de la découverte du monstre le plus rare possible. Arnold prédit que le festival pourrait avoir lieu dans la région orientale de l'Empire, où l'activité des monstres est élevée et où relativement peu d'ordres de chevalerie ont été déployés. Pour l'instant, ce n'est qu'une spéculation. Les 3 plus grandes factions possèdent assez de partisans pour enquêter à l'avance sur les emplacements des monstres et occuper les zones les plus prometteuses. Finn suggère qu'Arnold prenne personnellement la première place, puisque ce serait la solution la plus fiable. Malheureusement, un prince supposé inutile surpassant soudainement des ordres de chevalerie d'élite éveillerait immédiatement les soupçons. Sébastien leur rappelle que l'image publique d'incompétent d'Arnold est l'arme qui lui permet d'opérer depuis l'ombre. Détruire ce déguisement pour une seule compétition sacrifierait un avantage à long terme. Arnold mentionne aussi la possibilité d'agir en tant que Silver et de pousser les monstres vers une zone favorable. Dès que Finn réalise que des civils de l'Est pourraient être mis en danger, elle s'y oppose fermement. Arnold lui assure qu'il n'a pas l'intention d'exécuter un plan qui nuirait à des innocents. Il ne faisait qu'énumérer des stratégies possibles afin d'éliminer celles qui sont inacceptables. Il encourage Finn à parler honnêtement chaque fois qu'elle n'est pas d'accord.
Sébastien explique alors obligeamment que son maître a un faible particulier pour les jeunes femmes honnêtes. Finn rougit immédiatement, tandis qu'Arnold proteste qu'il n'a jamais utilisé le mot « faible ». La réunion stratégique est à peine à moitié terminée, et tous deux sont déjà accusés de flirt. Avant qu'Arnold ne puisse revenir au sujet principal, Sébastien rapporte que la guilde des aventuriers essaie de toute urgence de contacter Silver. Un cerbère mutant est entré sur le territoire impérial et a détruit plusieurs groupes de chasse. Les aventuriers ordinaires ne peuvent pas le vaincre, ne laissant à la guilde d'autre choix que de faire appel à un spécialiste de rang SS. Silver accepte immédiatement et se rend seul dans les prairies, où la bête à trois têtes rugit comme une machine au pot d'échappement brisé. Cerbère se tient à l'intérieur de plusieurs anneaux de feu, chacune de ces trois énormes têtes entourées de flammes. Le combat ne dure pas longtemps. Silver s'élève dans les airs, forme un cercle magique devant une main et tire un rayon bleu-blanc directement sur le monstre. La lumière consume toute la zone. Quand l'explosion se dissipe, Cerbère a complètement disparu, ne laissant qu'un seul croc que Silver conserve comme preuve d'achèvement. Au moment où il s'apprête à partir, un ordre de chevalerie montée arrive. Leur commandante est Elna von Hansberg, capitaine du 3e ordre de la garde impériale. Elle a reçu la nouvelle du Cerbère et a immédiatement conduit ses soldats sur les lieux, pour ne trouver qu'un sol dévasté et Silver debout, seul. Elna ignore totalement que l'aventurier masqué est Arnold, l'ami d'enfance dont elle s'est toujours moqué pour sa faiblesse. Elle exige une explication pour l'explosion. Silver déclare froidement qu'il est venu sous des ordres officiels de la guilde et demande sarcastiquement si elle ne peut pas comprendre le résultat en regardant autour d'elle. Elna mentionne la réputation récente de Silver et le surnom de protecteur de la capitale impériale. Il répond que le public a créé ce titre et qu'il ne s'en est jamais soucié. Son attitude arrogante fait croire à Elna qu'il manque de respect à la maison Hansberg, une famille qui considère la protection de l'Empire comme son plus grand devoir. Silver lève le croc de Cerbère et confirme que la guilde des aventuriers lui a officiellement assigné la mission. Si un ordre de chevalerie intervient pendant que le contrat est actif, cela pourrait être interprété comme une provocation directe contre la guilde. Un des chevaliers d'Elna vérifie la règle et lui conseille de rentrer à la capitale. Elna recule à contre-cœur, mais continue d'insister sur le fait que la protection de l'Empire est la responsabilité de sa famille. Avant de partir, elle lance une dernière insulte à Silver et s'éloigne à cheval. Une fois enfin seul, Arnold réalise avec une satisfaction immense que c'est la première fois qu'il bat Elna dans une dispute. Depuis l'enfance, elle a dominé presque tous leurs échanges, rendant cette petite victoire presque historique. Arnold est maintenant entré dans la catégorie rare des hommes qui ont gagné une bataille verbale contre une terrifiante amie d'enfance. Plusieurs jours plus tard, Arnold demande à Sébastien quelle unité de la garde impériale lui sera assignée. Il n'a qu'une exigence, n'importe qui est acceptable tant que ce n'est pas Elna. Sébastien considère cette préférence comme extrêmement regrettable. Elna vient d'une famille célèbre pour sa puissance militaire, est entrée dans la garde impériale à 11 ans, est devenue capitaine à 14, et pourrait bien un jour accéder au commandement de tout l'ordre. Arnold ne remet pas en question ses capacités. Ce qui l'effraie, c'est sa personnalité. Quand ils avaient environ 7 ans, Elna a sauvé Arnold d'un groupe de brutes. Elle l'a ensuite traité de faible et a utilisé le prétexte de l'entraînement pour le battre elle-même à plusieurs reprises. Malheureusement, sa version de l'instruction était extrêmement douloureuse. Depuis ce jour, Arnold a évité Elna chaque fois qu'il quittait secrètement le palais. Sébastien compatit en disant qu'Elna ressemble à un démon sous l'apparence d'une jeune femme. Juste au moment où Arnold commence à être reconnaissant que quelqu'un le comprenne enfin, la porte s'ouvre. Elna elle-même entre et demande froidement qui exactement il traite de démon. Arnold se tourne immédiatement vers Sébastien pour obtenir de l'aide, mais le majordome développe soudainement une amnésie complète. Elna salue formellement Arnold et fait remarquer que malgré toutes les années passées séparées, il a à peine changé et surtout ses cheveux en désordre, qui lui donnent encore l'air d'un adolescent irresponsable. Sébastien annonce alors la terrible nouvelle. Le 3e ordre de la garde impériale d'Elna est la force assignée à Arnold pour le festival de chasse. Elle n'a pas été forcée d'accepter ce rôle. Elle a personnellement demandé à l'empereur la permission de superviser le 7e prince. Le but d'Elna n'est pas simplement de gagner la chasse. Elle a l'intention de faire taire tous ceux qui traitent Arnold de prince inutile. Ses méthodes sont peut-être terrifiantes, mais Elna est véritablement une amie loyale. Elle a également promis à l'empereur qu'elle réformerait Arnold, ce qui signifie que son entraînement spécial commence immédiatement par l'équitation. Arnold se tient la tête, fait semblant d'être malade et supplie Sébastien de l'aider. Le majordome diagnostique que son état est entièrement psychologique et recommande l'exercice physique comme traitement. Arnold parvient à crier le mot « traître » avant qu'Elna ne le traîne vers le terrain d'entraînement. Le cheval noir accélère immédiatement au-delà de son contrôle, le jette hors de la selle et le traîne sur plusieurs obstacles pendant qu'Elna continue de lui ordonner de réessayer. Le lendemain, Arnold est allongé sur le ventre sur un canapé, le dos et les épaules couverts d'égratignures, tandis que Finn applique soigneusement un médicament. Elle a informé Elna qu'il était épuisé, de sorte que la séance d'entraînement a été reportée à l'après-midi. Malheureusement, le report ne signifie pas l'annulation. Arnold bénéficie d'une demi-journée de repos avant de retourner sur le terrain.
Finn n'arrive toujours pas à comprendre comment l'homme devant elle peut être Silver, un aventurier de rang SS capable d'effacer Cerbère en une seule attaque, tout en restant nul à l'entraînement physique. Sébastien explique enfin que la force d'Arnold provient de la magie ancienne. Son corps naturel, en revanche, est remarquablement faible. Depuis l'enfance, il a évité l'entraînement à l'équitation, à l'épée et à la magie moderne, ne maîtrisant ainsi aucune discipline de base. Arnold admet qu'il a toujours utilisé la magie ancienne pour compenser ses limites physiques. Sans ce pouvoir, la description que fait Elna de lui comme faible ne serait pas entièrement fausse. Sébastien identifie rapidement un avantage politique caché dans ce douloureux entraînement. Elna est largement considérée comme la plus forte chevalière de sa génération et est louée comme la réincarnation d'un héros légendaire. Si Arnold montre des capacités améliorées après s'être entraîné sous ses ordres, les observateurs supposeront qu'Elna a réussi à réformer le prince inutile, plutôt que de soupçonner qu'il a caché sa force depuis le début. Arnold peut donc servir d'option de secours pendant le festival. Le résultat idéal reste que Léonard gagne directement. Si Léonard échoue, cependant, Arnold pourra révéler davantage ses capacités et remporter la victoire à la place de son frère. La réputation d'Elna fournira une explication crédible à son amélioration soudaine. Finn avance que devenir ambassadeur plénipotentiaire ne serait pas un mauvais résultat pour Arnold, puisque les relations internationales qu'il développerait pourraient toujours soutenir Léonard plus tard. Arnold continue d'insister sur le fait que son jeune frère devrait recevoir cette opportunité à sa place. Sébastien sait parfaitement que son maître est paresseux et veut surtout éviter du travail supplémentaire, bien qu'Arnold refuse de l'admettre. Il demande avec irritation si Elna est devenue sa mère, vu à quel point elle contrôle à la fois son entraînement et sa future carrière. Finn admire le fait qu'il est une amie d'enfance qui tient encore autant à lui. Arnold s'apprête à expliquer que la sollicitude d'Elna s'accompagne normalement de douleurs physiques lorsque la femme en question apparaît derrière lui. Elle a apporté des médicaments pour prendre des nouvelles de son vieil ami, mais Arnold ne montre aucune gratitude. Au lieu de cela, il mentionne délibérément que quelqu'un de bien plus doux qu'Elna a déjà soigné ses blessures. Elna reconnaît Finn comme Blomeo, et les deux femmes se présentent poliment. Elna est surprise de trouver Finn dans la chambre d'Arnold plutôt que dans celle de Léonard. Finn lui demande respectueusement son soutien, mais l'échange reste une simple salutation formelle. Elna n'a pas encore officiellement rejoint la faction de Léonard. Elna attrape immédiatement Arnold par le col et le traîne pour une autre séance d'entraînement. Il proteste que la leçon a été déplacée à l'après-midi, mais elle utilise sa propre affirmation qu'il s'est rétabli comme preuve qu'ils peuvent commencer maintenant. D'ailleurs, selon elle, l'activité physique l'aidera à guérir plus vite. Un autre jour de souffrance commence. Tard cette nuit-là, Arnold marche dans un couloir vide en tenant son corps endolori. Il marmonne qu'affronter Cerbère était bien plus confortable que de survivre à l'entraînement d'Elna. Au lieu de retourner dans sa chambre, cependant, il s'arrête devant une porte scellée. Un cercle magique bleu se forme au-dessus de sa main, étendant des lignes de lumière sur la surface jusqu'à ce qu'un passage caché s'ouvre. Derrière se trouve une pièce remplie de livres anciens, de documents et d'équipements de recherche. Arnold y pénètre avec la familiarité de quelqu'un qu'il a visité de nombreuses fois et s'approche d'un grand volume écrit dans une langue ancienne. Lorsqu'il l'ouvre, la lumière magique forme l'image d'un vieil homme aux cheveux blancs vêtu d'une robe. Arnold regarde la silhouette et fait remarquer que le vieil homme reste aussi obsédé par la recherche sur la magie ancienne que jamais. Il demande même comment on peut continuer à travailler sur le même sujet sans s'ennuyer. L'identité de l'homme, la véritable nature de l'image magique et la raison de la visite d'Arnold ne sont pas révélées. Cependant, son retour au laboratoire de magie ancienne à minuit prouve que les préparatifs du festival impliquent bien plus que l'entraînement public d'Elna. Pendant la journée, Arnold continue de jouer le prince faible sous sa supervision. La nuit, il s'enfonce plus profondément dans les secrets qui ont transformé Silver en l'un des plus puissants aventuriers du continent. Le petit vieillard aux cheveux blancs se révèle être l'arrière-grand-père d'Arnold. Il croit que la véritable essence de la magie n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre simplement en le voulant. Même après qu'un démon a volé son corps et emprisonné son âme dans un livre, il a poursuivi la recherche qu'il avait laissée inachevée. Arnold lui rappelle que son erreur a poussé la famille royale à interdire complètement la magie ancienne, forçant Arnold à dissimuler ses capacités derrière l'identité de Silver. Cependant, le masque d'argent qui protège le secret d'Arnold est aussi un trésor transmis par ce même arrière-grand-père. Arnold est venu parce que le conflit de succession entraîne Léonard plus profondément dans le danger. Le vieil homme soutient qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'Arnold ne s'implique. Dès qu'on devient un ennemi politique, une tentative d'assassinat n'est jamais loin. Il mentionne le premier prince Wilhelm, le frère aîné qui commandait autrefois l'armée mais a quand même perdu la vie de manière inattendue. Arnold insiste d'abord sur le fait que la mort de Wilhelm était un accident parce que l'impératrice a enquêté et n'a découvert aucune preuve d'acte criminel. Son arrière-grand-père lui demande s'il risquerait sa propre vie pour protéger Léonard si le garçon était envoyé à la guerre. Arnold répond sans hésiter qu'il le ferait. Cette réponse expose une contradiction. Wilhelm avait aussi de nombreux fidèles serviteurs qui seraient morts volontiers à sa place, et pourtant aucun d'eux n'a réussi à le sauver. Si un assassinat n'a laissé aucune preuve, soit la méthode du tueur était extraordinairement sophistiquée,
soit quelqu'un avec assez d'autorité pour étouffer l'enquête était impliqué. Cette possibilité signifie que même l'empereur Johannes ne peut être complètement exclu. L'arrière-grand-père d'Arnold n'accuse personne directement, mais la théorie suffit à faire comprendre à Arnold que la lutte de succession actuelle n'est peut-être que la surface visible d'une conspiration bien plus vaste. Arnold demande alors si un sort pourrait contrôler des monstres sur une zone énorme, car le nombre de monstres dans tout l'Empire a récemment augmenté de manière anormale. Son arrière-grand-père explique que contrôler quelques créatures est possible, mais que manipuler de grandes populations serait presque impossible sans un artefact magique ancien. Le livre s'ouvre sur une page décrivant la flûte d'Amelin, un trésor qui consomme d'immenses quantités de mana mais peut attirer les monstres sur de vastes distances. Son son ne peut être entendu que par les monstres, ce qui le rend presque impossible à détecter pour les humains ordinaires. Arnold relit immédiatement les indices. L'activité des monstres a commencé à augmenter avant que le festival de chasse ne soit annoncé, ce qui signifie que quelqu'un a peut-être déjà utilisé la flûte pour les rassembler dans une région choisie. Johannes a fait revivre la chasse aux monstres précisément au moment où les antennes de la guilde des aventuriers étaient débordées, attirant les ordres de chevalerie et la famille royale vers le même champ de bataille. Si l'ennemi possède vraiment Amelin, Léonard n'a presque aucune chance de gagner par des moyens normaux. Le vieil homme avertit aussi que celui qui a amené ces monstres dans l'Empire ne se soucie probablement pas seulement du poste d'ambassadeur plénipotentiaire. Son véritable objectif pourrait être le chaos généralisé ou l'assassinat d'un membre de la famille royale. Arnold demande comment contrer la flûte. Il n'y a qu'une seule réponse, la localiser et la détruire. Personne ne peut bloquer un son que les humains sont incapables d'entendre. L'ennemi se prépare depuis un certain temps, alors que la faction de Léonard commence seulement à comprendre le piège qui les entoure. Après avoir quitté la salle de recherche, Arnold marche dans un couloir sombre lorsqu'un assassin encapuchonné s'approche soudainement par derrière. L'assaillant sait qu'il est le 7e prince et prétend qu'il n'a pas l'intention de le tuer, mais seulement de le blesser assez gravement pour l'empêcher de participer au festival de chasse. Avant que l'assassin ne puisse frapper, une barrière bleue apparaît. Des chaînes magiques s'enroulent autour de tout son corps et le laissent incapable de bouger. Arnold lui demande qu'il a aidé à infiltrer une zone royale protégée et l'avertit que s'il refuse de répondre, même son âme sera détruite. Terrifié, l'assassin crie le nom de la princesse Zandra. Un traitement aussi brutal d'un subordonné ressemble certes à son style, mais le fait qu'il avoue si vite fait encore moins confiance à Arnold. Gordon, Eric, ou une autre faction pourrait avoir ordonné l'attaque pour faire accuser Zandra. Sébastien arrive et demande comment le prisonnier doit être traité. Arnold ordonne qu'il soit emprisonné. L'assassin a encore de la valeur, et le garder en vie pourrait forcer le véritable cerveau à se révéler. Sébastien annonce ensuite que le lieu du festival de chasse a été officiellement communiqué. Comme Arnold l'avait prédit, la compétition aura lieu à Kiel, la plus grande ville de l'Est de l'Empire et la région qui subit les pires invasions de monstres. Arnold passe en revue tout ce qui s'est passé. Les monstres ont été rassemblés à l'avance. La flûte d'Amelin n'apparaît que dans les archives de la magie ancienne. Un assassin a infiltré le territoire royal. Chaque faction dans la lutte de succession a une raison d'éliminer ses rivaux. Demain, tous les ordres de chevalerie et les membres de la famille royale entreront sur le même champ de bataille. Le festival n'a même pas encore commencé, et pourtant l'échiquier est déjà encombré de gens prêts à tricher. Cette fois, Arnold doit faire plus qu'aider Léonard à obtenir un avantage tout en maintenant l'image du prince inutile. Il doit identifier celui qui utilise les monstres comme des pions, détruire Amelin avant qu'il ne devienne un piège mortel, et enquêter sur une conspiration qui pourrait être liée à la mort de Wilhelm et s'étendre jusqu'aux fondations de la famille royale d'Adrasia. À Kiel, des bannières couvrent désormais les rues tandis que les chevaliers patrouillent sans cesse. L'empereur Johannes et la famille royale se sont déjà rassemblés pour le festival qui commence le lendemain. Pourtant, au milieu des célébrations, un homme remarque soudainement que sa bague a disparu. Il fouille chaque poche sans succès, tandis qu'une petite créature blanche disparaît silencieusement dans la foule à côté de lui. Dans une autre rue, Arnold donne à Finn une paire de lunettes enchantées. Quiconque ne connaît pas son apparence ne verra qu'une fille ordinaire, permettant à Blomeo de se déplacer dans le festival sans attirer l'attention. Finn insiste toujours sur le fait qu'elle a déjà l'air parfaitement ordinaire, ne laissant à Arnold d'autre choix que de détourner le visage. Au moins, la sortie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la politique. Inquiète qu'Arnold ait trop travaillé, Finn l'a personnellement traîné dehors pour se détendre, tout en prévoyant de visiter tous les stands de nourriture de la ville. Son enthousiasme est énorme, mais son estomac ne coopère pas avec la campagne. Très vite, elle doit s'asseoir après avoir mangé beaucoup trop. Arnold lui rappelle que si elle veut goûter beaucoup de plats, elle doit prendre de petites portions. Finn explique qu'elle ne supporte pas de gaspiller la nourriture parce qu'elle se sent coupable envers ceux qui l'ont préparée. Elle avoue ensuite qu'elle n'a jamais eu le droit de se promener librement dehors étant enfant. Elle ne pouvait qu'observer les autres enfants profitant des stands de loin et les envier en secret. Aujourd'hui, elle veut rattraper un peu de l'enfance qu'elle a manqué. Arnold cesse de la taquiner et lui dit qu'elle peut se reposer sans rien manger d'autre. Il suffit de regarder autour pour profiter du festival. Alors qu'il s'apprête à continuer, il voit Léonard mener Marie et une patrouille de chevaliers. Arnold explique que jusqu'à la veille,
son jeune frère inspectait encore les villages autour de Kiel. Léo est clairement bien plus travailleur que le frère aîné dont la plus grande ambition est une vie paisible. Léonard attire immédiatement l'attention lorsque les citoyens font l'éloge du beau et fiable 8e prince. Lorsqu'il remarque Arnold à proximité, en revanche, il le qualifie négligemment de frère aîné inutile. Son image publique d'incompétent reste parfaitement intacte. Léonard salue Arnold et Finn, puis demande s'ils sont en rendez-vous galant. Finn confirme joyeusement, tandis qu'Arnold demande immédiatement s'ils ont vraiment l'air si évident. Léonard explique que des vols ont récemment eu lieu dans tout Kiel. Ce qui est étrange, c'est que la ville est remplie de chevaliers à cause du festival, et pourtant les criminels continuent d'opérer comme s'ils défiaient ouvertement l'empereur. Johannes a augmenté les patrouilles et les enquêtes, et Elna travaille aussi à l'intérieur de la ville, mais personne n'a identifié le coupable. À ce moment, un groupe de petites créatures blanches se rassemble autour des pieds de Finn. Leur apparence adorable lui fait instantanément oublier l'enquête et elle s'accroupit pour les caresser. Léonard identifie les animaux comme des bulets, une espèce normalement trouvée seulement dans la partie ouest du continent. Leur apparition aussi loin à l'est est très inhabituelle. Les bulets se jettent soudainement sur Finn et Marie, grimpant sur leurs vêtements et faisant paniquer les deux femmes à cause des chatouilles inattendues. Arnold et Léonard ne peuvent pas faire grand-chose sans rendre la situation encore plus gênante. Une créature grimpe sur les cheveux de Finn, vole son épingle en forme d'oiseau bleu et s'échappe. Léonard comprend immédiatement la méthode derrière les vols. Quelqu'un utilise les bulets pour approcher les victimes et voler des objets en métaux précieux. L'épingle à cheveux manquante était un cadeau de l'empereur, ce qui inquiète énormément Finn. Arnold la rassure en disant que des excuses honnêtes suffiront et que leur père ne la punira pas. Léonard est d'accord qu'ils doivent éviter de créer un esclandre public pour le moment. Lui et Marie se séparent pour poursuivre les bulets. Finn se sent coupable parce que la sortie relaxante qu'elle a proposée a entraîné Arnold dans un autre problème et suggère de rentrer. Arnold l'arrête, disant qu'avoir Finn à ses côtés l'aide en réalité à se sentir plus détendu. Il promet aussi de récupérer l'épingle. Quand Finn lui demande s'il peut vraiment le faire, Arnold observe la direction dans laquelle les animaux ont disparu. Les bulets sont peut-être intelligents, mais ils suivent toujours leur instinct. Au lieu de poursuivre des créatures individuelles qui se sont déjà dispersées, ils doivent seulement comprendre vers quoi ces instincts les mènent. Finn retrouve son calme et accepte de l'aider. Elle s'inquiète que les bulets soient déjà loin, mais Arnold ne cherche pas les animaux eux-mêmes. Il cherche l'outil qui les appelle tous dans la même direction. Il découvre bientôt une pierre bleue transparente capable d'enregistrer et de rejouer un son à intervalles réguliers. Les voleurs n'avaient qu'à enregistrer le cri d'une femelle boulette et positionner plusieurs pierres à des distances mesurées. Les mâles suivaient naturellement le son vers la destination finale, tandis que les criminels attendaient que les biens volés leur soient livrés. Finn se fâche que les créatures aient été manipulées. Arnold ne sait pas si les bulets se considèrent comme des victimes, mais les gens qui les contrôlent sont clairement dangereux. En suivant les pierres, il détermine que la route mène vers l'ouest. Finn remarque une autre pierre placée au-dessus d'eux et tend la main pour l'atteindre. Au moment où elle la touche, elle perd l'équilibre et tombe directement sur Arnold. Tous deux se figent à cause de cette proximité soudaine, rougissent, s'excusent et retournent précipitamment à l'enquête. La pierre que Finn a récupérée, ainsi qu'un boulet qui franchit la porte devant eux, confirment que la cachette des voleurs est proche. Deux chevaliers en patrouille apparaissent, alors Arnold se déguise en Léonard et leur ordonne de rassembler des renforts et d'encercler le bâtiment. Arnold n'a aucune autorité pour commander les chevaliers lui-même, mais la réputation de son jeune frère fait que l'ordre est exécuté immédiatement. Finn soutient qu'Arnold est la personne qui a véritablement découvert les criminels. Lui ne veut aucun mérite. Plus les citoyens croiront que Léonard a résolu l'affaire, plus la popularité du 8e prince augmentera pendant la lutte de succession. C'est le seul résultat qui intéresse Arnold. Les voleurs sont rapidement maîtrisés. Leur cachette contient d'énormes quantités de bijoux volés, les pierres sonores utilisées pour guider les bulets, et plusieurs cages renfermant les animaux. Finn voit immédiatement son épingle à cheveux en forme d'oiseau bleu parmi les objets récupérés, mais les chevaliers l'arrêtent parce que l'équipe d'enquête n'est pas encore arrivée et que personne ne doit toucher aux preuves. Arnold s'adresse alors à elle en l'appelant Blomeo, ce qui amène les deux chevaliers à reconnaître la célèbre fille aînée de la maison Klenner. Il explique que l'épingle a été volée seulement peu de temps auparavant, raison pour laquelle ils ont personnellement suivi les bulets jusqu'à cet endroit. C'est un cadeau de l'empereur, et seules quelques personnes savent qu'elle a disparu. Si l'histoire devient publique, les chevaliers chargés de patrouiller dans la ville pourraient recevoir la punition la plus sévère. Arnold ne fait qu'expliquer les conséquences, leur permettant d'arriver seuls à la bonne conclusion. Finn demande aux chevaliers de ramener les bulets à la forêt. Les deux hommes rivalisent immédiatement pour obtenir la mission après avoir reçu ses remerciements. Arnold leur donne un sac d'argent et promet de partager un verre une fois le travail terminé. En quittant les lieux, Arnold fait remarquer qu'il doit maintenant expliquer pourquoi il a emprunté l'identité de Léonard. Finn le remercie sincèrement et déclare que même si personne d'autre dans l'Empire ne le sait jamais, elle se souviendra toujours d'Al comme d'une personne talentueuse et remarquable. Arnold lui dit de se souvenir de ses mots exacts. Finn annonce immédiatement qu'elle enregistrera un jour toutes ses réalisations secrètes pour les générations futures. Arnold refuse précipitamment.
Il a passé des années à construire l'image d'un prince incompétent et ne peut pas permettre à Finn de la détruire en écrivant une biographie héroïque. Leur conversation est interrompue par le bruit d'une dispute devant eux. Elna se tient entre deux hommes qui se battent et leur ordonne de se serrer la main et de se réconcilier. Il refuse de l'écouter et rejette même son autorité. Le chevalier masculin qui accompagne Elna doit la retenir par derrière quand sa patience finit par disparaître. Après une brève transition, les deux hommes gisent contusionnés au sol et s'excusent ensemble, tandis qu'Elna continue d'insister qu'elle leur a simplement offert un conseil amical. Finn demande si Arnold devrait la saluer. Il refuse immédiatement, se souvenant uniquement des séances d'entraînement qui lui ont fait douter que la survie en valait l'effort. À partir de demain, Arnold devra travailler aux côtés d'Elna et du 3e ordre de la garde impériale. Il a donc l'intention de profiter de ses dernières heures de liberté. Arnold et Finn continuent d'explorer les stands du festival. Finn veut toujours tous les visiter, mais le soir venu, elle se tient le ventre et admet qu'elle ne peut plus avaler une bouchée. Arnold s'assoit simplement à côté d'elle et sourit. L'épingle en forme d'oiseau bleu est revenue dans ses cheveux, et une journée pleine de complications se termine par un moment tranquille avant que la véritable compétition ne commence. Une réunion secrète se tient dans une pièce plongée dans l'obscurité. 3 silhouettes encapuchonnées répètent les termes de leur accord avec une personne dont l'identité demeure cachée. Elles promettent d'utiliser la flûte d'Amelin pour faire de cette personne un héros lors du festival de chasse, tout en assassinant le 7e prince Arnold. Sans que personne ne s'en rende compte, le festival est déjà devenu un piège élaboré. Le lendemain matin, le chancelier France annonce les règles de la compétition. Chaque membre de la famille impériale portera un bracelet magique permettant de suivre sa position. Chaque participant royal et ses chevaliers attitrés seront considérés comme une seule unité, ce qui signifie que le capitaine ne peut pas abandonner la personne sous sa protection pour chasser de manière indépendante. Si la distance entre eux dépasse 1 kilomètre, le bracelet se brisera et toute l'équipe sera disqualifiée. Arnold se plaint que cette règle l'empêche de dormir à l'auberge en laissant tout le travail à Elna. Avant le début de la compétition, Arnold trouve Krista serrant étroitement une poupée blanche. Elle lui dit que les habitants de la ville seront bientôt en danger. Arnold lui demande immédiatement si elle a de nouveau vu l'avenir. Krista hoche la tête et insiste sur le fait qu'un nombre colossal de monstres va attaquer Kill. Arnold n'en doute pas un seul instant. Il se baisse à sa hauteur, la remercie de l'avoir prévenue et la rassure en lui disant que cette information lui a donné le temps de préparer des contre-mesures supplémentaires. Arnold demande à Finn de rester avec Krista pendant son absence. Tant qu'il ne sait pas qui est l'ennemi, il ne peut confier sa sœur cadette qu'à quelqu'un en qui il a véritablement confiance. Finn accepte et offre à Krista un biscuit en forme de lapin. L'inquiétude sur le visage de la jeune princesse commence peu à peu à s'estomper. Sur la place centrale de Kiel, l'empereur Johannes se tient devant le peuple de la région orientale et assume publiquement sa responsabilité. Il reconnaît que les désastres causés par les monstres ont provoqué de graves destructions et que l'incapacité de la cour à réagir a contraint la population à souffrir beaucoup trop longtemps. L'empereur baisse la tête de honte avant de déclarer officiellement le festival de chasse ouvert. Les bannières de chaque faction quittent immédiatement Kiel. Au centre de commandement, Johannes et le chancelier surveillent chaque équipe à l'aide d'une carte et de plusieurs sphères magiques. Gordon a déjà détruit 2 essaims de scorpions des sables, Zandra se dirige vers le nord-est, et l'équipe de Krista pourchasse des slims. Cependant, l'équipe qui détient une avance écrasante est celle d'Arnold, car elle possède l'extraordinaire prodige qu'est Elna. Lorsqu'il rencontre plus de 30 chiens de sang dont le niveau de menace combiné est équivalent au rang 3, Elna ordonne aux autres chevaliers de rester en arrière et charge seule dans le groupe à cheval. Sa vitesse empêche les monstres de l'encercler. Elle change constamment de direction et les abat les uns après les autres sans jamais quitter sa selle. En peu de temps, les 32 chiens de sang ont été éliminés avant que les chevaliers derrière aient pu apporter la moindre aide. Elna enregistre l'exploit au nom de l'équipe d'Arnold et souhaite immédiatement continuer la chasse, mais Arnold ordonne à tout le monde de s'arrêter pour la journée et de trouver un endroit pour se reposer. Après avoir passé toute la journée à cheval, il souffre déjà. Il lui rappelle que le festival dure 3 jours. S'épuiser dès le premier jour placerait tout le groupe en position de faiblesse, d'autant plus qu'ils sont déjà en tête et n'ont aucune raison de prendre des risques inutiles. Elna est mécontente, mais obéit tout de même, et l'équipe se rend dans une ville voisine pour la nuit. Après la tombée de la nuit, Elna rejoint Arnold sur le balcon où il est assis seul et lui révèle pourquoi elle a proposé de diriger le 3e ordre de chevaliers impériaux. Elle ne veut plus regarder les gens l'appeler le prince inutile, un homme sans talent, sans ambition et incapable d'empêcher son frère jumeau de tout lui prendre. Arnold admet que les rumeurs ne sont pas entièrement fausses, mais Elna pense qu'il n'a simplement jamais consacré toute sa force à son propre avenir. Elle veut aider Arnold à remporter le festival et à obtenir le poste d'ambassadeur plénipotentiaire afin que tout l'Empire soit contraint de le voir différemment. Arnold répond que plus sa réputation se dégrade, plus Léonard sera bien évalué. Il n'a jamais eu besoin de la reconnaissance des autres. Elna lui demande quel genre de personne il souhaite véritablement devenir. Arnold répond que rester exactement comme il est lui suffirait, puis lui demande de cesser de s'impliquer dans ses affaires une fois le festival terminé. Il lui révèle que quelqu'un a failli l'assassiner la nuit précédente. Au moment où Elna a rejoint son équipe, un prince considéré comme totalement incompétent est soudainement devenu un candidat réaliste à la victoire. Arnold l'avertit que rester proche de lui pourrait également la mettre en danger.
Elna n'a aucune intention de se retirer. Elle lui dit de ne pas s'en préoccuper et promet d'assumer ses responsabilités jusqu'à la fin du festival en cours. Au 3e jour, l'équipe d'Arnold est tombée à la 2e place. Le participant qui est remonté du bas du classement pour prendre la tête est le prince Carlos. Son équipe ne compte que 7 chevaliers, et pourtant elle a réussi à vaincre 2 monstres de rang AA. Elna insiste sur le fait que leurs capacités ordinaires ne pourraient jamais produire un résultat aussi absurde et pense immédiatement à la flûte d'Amelin. Arnold pense que Carlos n'est peut-être pas le cerveau de l'opération et pourrait n'être que le pion d'une autre personne. À ce moment-là, un rapport d'urgence arrive. Une vague massive de monstres fuit depuis l'est et se dirige directement vers Kiel. Chaque village sur leur passage risque d'être détruit, tandis que les défenses de la ville sont dangereusement affaiblies car la majeure partie de la garde impériale a été dispersée dans la zone de compétition. Arnold demande à Elna si elle peut conduire ses chevaliers de retour pour sauver Kiel. Elle répond immédiatement que protéger la population et l'empereur est le devoir d'un chevalier. Même s'il n'y a pas de chemin pour rentrer, toute l'unité est prête à sacrifier sa vie pour défendre la ville. Arnold refuse d'accepter un serment centré uniquement sur la mort. Il n'a pas besoin de gens prêts à mourir. Il a besoin que chacun d'entre eux rentre vivant. À moins qu'il ne puisse lui promettre cela, il n'autorisera personne à partir. Elna s'agenouille sur un genou, place l'honneur de la maison Ansberg sur son épée et jure qu'elle ne mourra pas. Chaque chevalier derrière elle brandit une arme et fait la même promesse. Un dernier obstacle demeure, le bracelet magique d'Arnold. Selon les règles, Elna ne peut pas s'éloigner à plus d'1 kilomètre de lui. Arnold soulève la garde de son épée et frappe le dispositif autour de son poignet, le brisant en fragments de lumière bleue. Il prétend nonchalamment qu'il a accidentellement endommagé un objet qu'il était interdit aux participants de retirer, et annonce calmement sa propre disqualification. Elna comprend immédiatement qu'Arnold s'est délibérément éliminé. Ce n'est qu'après que leur équipe a cessé d'être une unité de compétition que la 3e garde impériale a pu librement rentrer à Kiel. Pour la première fois, Arnold ne parle plus avec la voix paresseuse du soi-disant prince inutile. Il se présente formellement comme le 7e prince Arnold Lacadler et donne un ordre officiel au 3e ordre de chevaliers impériaux, sauver les citoyens de Kiel, protéger sa majesté, donner la priorité aux opérations de secours, et rentrer vivant sans exception. Elna accepte l'ordre au nom de la maison Ansberg, et toute l'unité s'élance immédiatement à travers la forêt. Arnold attend que personne ne puisse le voir, enfile son masque d'argent, reprend son identité de Silver et ouvre une porte de téléportation. Sa participation à la compétition publique est terminée, mais son véritable travail dans l'ombre ne fait que commencer. Aux abords de Kiel, l'empereur Johannes se tient personnellement sur la ligne défensive tandis que les blessés sont continuellement ramenés dans la ville. Bien que ses subordonnés le pressent de battre en retraite, il déclare que la région orientale a souffert trop longtemps. Même si cela lui coûte la vie, il défendra Kiel aujourd'hui. Un soldat rapporte qu'environ 3000 monstres restent en vie. Johannes brandit son épée à 2 mains et remarque que le problème peut être résolu si chaque soldat en vainc un seul. L'encouragement est simple, mais il suffit à empêcher la formation épuisée de s'effondrer. Alors que la ligne défensive atteint ses limites, 2 inconnus apparaissent dans le ciel. Johannes les reconnaît comme Sam et Dean, 2 vampires responsables de nombreux crimes. Ils ont été exilés par les leurs et placés sur la liste des personnes recherchées de rang S de la guilde des aventuriers. Ils ressentent toujours du ressentiment d'être classés aux côtés des monstres ordinaires. Leur ennemi d'origine est mort depuis longtemps, mais avec la longévité d'un vampire, cette rancœur n'a jamais disparu. Ils ont l'intention de diriger leur haine vers les descendants de cet homme et tout ce qu'il a laissé derrière lui. Johannes comprend que ces deux-là ont provoqué la perte de contrôle de la horde de monstres. La vampire aux cheveux blancs menace de lui vider son sang et de renvoyer son corps à la capitale impériale. Johannes refuse de reculer. Même s'il meurt, l'Empire ne s'effondrera pas, et les forces d'élite d'Adrasia finiront par les détruire. Une énergie magique rouge descend immédiatement sur le champ de bataille tandis que de nombreuses attaques s'abattent sur Johannes et les soldats épuisés. Juste avant que la magie n'engloutisse la ligne défensive, Elna charge à travers le champ de bataille à cheval et tranche l'attaque avec son épée. Elle se positionne devant l'empereur. Johannes est soulagé mais demande immédiatement qui protège Arnold. Elna baisse la tête et admet que le 7e prince lui a personnellement ordonné de ramener toute l'unité et de sauver Kiel. Cette seule déclaration suffit à Johannes pour comprendre que le fils que tout le monde considère comme inutile a sacrifié à la fois sa chance de victoire et sa propre protection pour le bien de la population. Johannes ordonne à Elna de lui montrer jusqu'où s'est développé l'art du combat de la maison Ansberg. Elle accepte immédiatement. La vampire aux cheveux blancs traite délibérément Arnold de prince sans valeur, et l'insulte pousse Elna à dégainer son épée et à s'élancer dans les airs. Son adversaire évite l'attaque grâce à une énergie sombre et contre-attaque immédiatement, tandis que le second vampire accumule une masse de puissance rouge. Leur capacité à voler leur permet de maintenir l'avantage, et pourtant Elna continue de se tenir seule entre eux et l'empereur. Au milieu de la bataille, une unité de cavalerie arrive soudainement, menée par le prince Carlos, l'homme actuellement en tête du festival de chasse. Il annonce qu'il va sauver son père, protéger Kiel, remporter la compétition et devenir un héros correspondant exactement à la promesse faite dans la pièce sombre. Carlos s'attend clairement à ce que les 2 vampires respectent leur accord. Au lieu de cela, la vampire envoie une énergie sombre sur Carlos et son cheval, les projetant à terre. Furieux,
Carlos les accuse de trahison. La vampire se contente de rire du fou qui s'est laissé manipuler aussi facilement. L'homme promis au rôle de héros devient instantanément un pion mis au rebut. Les deux vampires perdent tout intérêt pour lui et reportent leur attention sur Elna. Les résultats impossibles de Carlos ne prouvent donc pas qu'il contrôlait la flûte d'Amelin. Il a été utilisé pour mettre en scène un faux sauvetage de l'empereur, tandis que le véritable objectif de l'ennemi va bien au-delà de la victoire au festival. Pendant que Kill sombre dans le chaos, Arnold, déguisé en Silver, apparaît devant Léonard et le petit groupe de chevaliers qui se précipitent vers la ville. Léonard refuse de s'arrêter. Kill abrite des citoyens innocents, son père et sa sœur cadette. S'il reste à l'écart pendant qu'ils font face à la mort, il ne se le pardonnera jamais. Silver ne lui demande pas de les abandonner. Il fait simplement remarquer que la force actuelle de Léonard est bien trop faible. Charger directement sur le champ de bataille ne ferait qu'ajouter plusieurs victimes supplémentaires à un désastre déjà hors de contrôle. Silver lui rappelle que la région orientale contient encore des troupes appartenant au seigneur des environs, mais que le déploiement de ces troupes par voie de procédure officielle prendrait plusieurs jours. Un chevalier avertit que Léonard n'a pas le pouvoir de commander les forces territoriales et pourrait être accusé d'avoir outrepassé ses attributions. Silver lui soumet la décision. Pour sauver Kill, Léonard doit agir selon son propre jugement et en assumer toutes les conséquences par la suite. Léonard déclare que tant que la population et l'empereur sont sauvés, il portera personnellement toute la responsabilité. Cette réponse convainc Silver de l'aider. La magie ancienne peut effacer la distance entre les villes, mais Silver ne peut pas gagner la confiance des chevaliers à la place de Léonard. Le prince doit personnellement les persuader de franchir les portes. Léonard admet qu'il pourrait échouer mais choisit d'essayer, convaincu que son frère doit également agir quelque part. Dans les moments décisifs, personne ne peut égaler la capacité d'Arnold à prendre des décisions difficiles. Silver demeure silencieux derrière son masque et active le sort. D'immenses portes de téléportation apparaissent dans cette ville entourant Kill. Silver utilise également la magie pour transmettre la voix de Léonard à chaque porte. Le 8e prince dégaine son épée, déclare sa pleine identité et annonce que les monstres sont déchaînés et que Kill est en danger. Il fait appel à chaque chevalier possédant du courage, de la justice et la volonté de protéger le peuple pour entrer volontairement. Ils n'ont pas besoin d'attendre les ordres de leur seigneur, car Léonard assumera toute la responsabilité de leurs actes. Léonard ne force personne à obéir. Il place entièrement sa confiance dans la décision de chaque chevalier. Son appel n'est pas élaboré, mais il prouve qu'il ne restera pas à l'abri pendant qu'il envoie des soldats vers la mort. La première personne à entrer est Hans, un chevalier de Essan. Il s'agenouille et demande la permission de combattre sous la bannière de Léonard. Depuis qu'il a appris que le 8e prince a personnellement visité les villages de la région orientale, Hans espérait une occasion de le servir. Il n'arrive pas seul. Derrière lui, des groupes entiers de chevaliers franchissent continuellement les portes violettes. Plus de 3000 volontaires se rassemblent sans avoir reçu d'ordre de leur seigneur, ce qui leur confère un moral bien supérieur à celui d'une armée mue par l'obligation. Les visites de Léonard dans les villages ordinaires semblaient autrefois être des gestes insignifiants, mais ils sont maintenant devenus le fondement d'une confiance véritable. Un prince qui ne disposait au départ que d'une poignée d'escortes se retrouve soudainement à la tête d'une force de secours suffisamment puissante pour transformer le champ de bataille. Léonard remercie Silver, mais l'aventurier masqué refuse d'en accepter le mérite. Il dit au prince de garder sa gratitude jusqu'à ce qu'il soit véritablement sauvé, puis se téléporte en avant de l'armée. Au même moment, dans une chambre de la ville, Krista tient une petite créature blanche aux yeux rouges et annonce à Finn qu'il faut absolument récupérer la flûte de Amelin. Sinon, encore plus de monstres continueront de déferler vers Kill. Finn se propose aussitôt d'aller la chercher elle-même. Krista la met en garde, ce sera extrêmement dangereux, mais Finn se contente de sourire et affirme qu'elle a toujours eu de la chance. D'après la vision de Krista, la flûte tombera près du centre-ville, donc Finn devrait s'y rendre à l'avance et attendre. Au-dessus de Kill, les deux vampires réalisent qu'Elna est bien plus difficile à vaincre que prévu, et décident d'invoquer davantage de monstres pour disperser encore plus les défenseurs. À cet instant, Elna leur arrache la flûte de Amelin des mains et l'envoie tomber vers les rues en contrebas. Finn, déjà posté exactement là où Krista l'avait prédit, se penche par une fenêtre, attrape la flûte au vol, interpelle aussitôt Elna et la lui relance. Ce geste pousse les deux vampires à changer de cible et à s'en prendre à Finn à la place. Un souffle d'énergie magique rouge la projette loin de la sécurité, et elle se retrouve en train de tomber vers le sol. Même là, Finn crie à Elna de sauver la ville plutôt que de revenir vers elle. Sa chance semble enfin l'avoir abandonnée, mais avant qu'elle ne puisse tomber plus bas, Silver surgit en plein vol, la rattrape et la ramène en sécurité au sol. Il la réprimande pour son imprudence, tout en admettant qu'elle s'en est extrêmement bien sortie. Finn s'excuse de s'être encore précipité dans le danger, puis souhaite bonne chance à Silver alors qu'il retourne au combat. L'un des vampires se lance aussitôt à sa poursuite. Silver se présente comme un aventurier de rang SS venu éliminer les deux responsables du désastre. Les frères restent confiants, arguant que même si la flûte a été volée, les monstres déjà invoqués continueront d'avancer vers Kill. Silver demande à Elna de retourner protéger l'empereur, mais elle refuse net. Elle le prévient que s'il tente de l'arrêter, elle le pourfendra lui aussi, ce qui laisse un instant sans voix cet aventurier pourtant réputé sans peur. Juste à ce moment,
la deuxième vague de monstres approche de Kill. Un vampire raille Silver et lui demande s'il compte vraiment rester ici pendant que l'empereur est en danger. Silver répond calmement que ce qu'il protège, ce sont les gens, pas la nation elle-même. Protéger le pays est la responsabilité de la famille impériale et de ses chevaliers, et il n'a nullement l'intention de leur voler ce devoir. Au moment même où il termine sa phrase, une troupe de cavalerie menée par Léonard Lacadler apparaît. Le 8e prince chevauche en tête et ordonne directement à ses soldats de défendre Kill. En voyant son fils s'engager volontairement dans la bataille, Johannes fait lui aussi avancer ses forces. Avec Léonard et l'empereur tenant désormais la ligne défensive, Silver et Elna sont enfin libres de se concentrer entièrement sur les deux vampires. Elna propose de se répartir les cibles, Silver s'occupe du frère blond, elle se charge de celui aux cheveux blancs. Silver accepte, et deux duels commencent simultanément. Silver affronte le vampire qui manie la magie rouge, esquivant et bloquant les sphères d'énergie tirées à répétition. Il riposte avec sa propre magie, mais peu après, une attaque le projette violemment au sol, creusant un immense cratère et soulevant un nuage de poussière. Le vampire suppose aussitôt que Silver a été submergé et qu'il est loin d'être aussi puissant que le prétendaient les rumeurs. Elna, en voyant la scène, devient encore plus furieuse que l'ennemi, et hurle à Silver de ne pas se retenir en plein combat. Avant que le vampire ne puisse savourer sa victoire apparente, Silver révèle enfin ce qu'il faisait réellement. Il remarque calmement que les vampires sont loin d'être aussi impressionnants qu'attendus, puis active une immense formation magique entourant les abords de Kill. Une barrière bleue s'illumine. Les monstres qui chargeaient vers la ville sont stoppés, tandis que les chevaliers blessés en contrebas découvrent que leurs blessures commencent à guérir. Le vampire comprend alors que Silver n'a jamais été impuissant, il combattait tout en maintenant simultanément une immense barrière de soins pour l'ensemble des forces défensives. Silver déclenche ensuite la magie ancienne, barrière des chaînes liantes. D'innombrables chaînes bleues apparaissent, enveloppant les deux frères vampires tout en immobilisant également les monstres à l'extérieur. Le sort fait plus que les entraver, il les maudit et les affaiblit en même temps. Avant de les achever, Silver donne une brève explication sur la physiologie des vampires. Leur avantage le plus dangereux est leur immense puissance magique, tandis que leur corps physique ne diffère pas radicalement de ceux des humains. Une fois leur magie scellée, leur capacité de résistance s'effondre. Elna s'envole vers lui et remarque que plusieurs chaînes l'entourent également. Elle demande si Silver a l'intention de retenir sa propre alliée. Silver explique que les chaînes ne réagissent pas envers quiconque le considère sincèrement comme un ami, puis la taquine avec désinvolture en disant qu'elles réagissent peut-être parce qu'elles se comportent encore de façon plutôt agressive envers lui. Les deux vampires se tournent vers la négociation. Tantôt ils menacent de tuer des gens, tantôt ils promettent de généreuses récompenses si Silver les libère. Silver leur répond simplement que s'ils veulent la liberté, ils n'ont qu'à retirer les chaînes eux-mêmes. Mais avec leur puissance magique scellée, ils pourraient s'y échiner toute leur vie sans jamais y parvenir. Quand ils se plaignent qu'il n'y a jamais eu de rancune personnelle entre eux et suggèrent que tout le monde fasse simplement la paix, Silver leur rappelle qu'en tant qu'aventurier, il a toujours le devoir de protéger les civils des monstres. Elna acquiesce, bien qu'elle compte régler la situation à la manière traditionnelle de la maison Hansberg. Alors que la troisième vague de monstres arrive, elle décide d'invoquer son arme la plus dangereuse, ce qui pousse aussitôt Silver à se demander si elle compte détruire toute la ville en même temps que l'ennemi. La lumière transperce les nuages et fait descendre l'épée sacrée légendaire qui avait autrefois aidé le héros à vaincre le roi démon. Aurora apparaît dans les mains d'Elna. Elle déclare qu'éliminer les ennemis de l'Empire est son devoir, et qu'elle n'a nullement l'intention de laisser Silver s'attribuer toute la gloire. Silver tourne son attention vers la mer de monstres qui déferle vers Kill. Il crée deux masses d'énergie, l'une bleu profond, l'autre violet rose, puis les élève dans le ciel. Les ténèbres se tordent ensemble en une gigantesque sphère qui s'étend à travers les cieux. En contrebas, tout le monde reçoit immédiatement l'ordre de se retirer de la zone infestée de monstres. Vu l'ampleur du sortilège, rester à proximité pour observer reviendrait tout simplement à se faire happer par l'attaque. Elna lève Aurora au-dessus d'elle tandis que Silver achève sa propre magie. Ils déclenchent leurs attaques presque simultanément. Une lumière dorée jaillit de l'épée sacrée balaie le champ de bataille, tandis qu'un torrent massif de ténèbres violet-noir s'abat directement sur la horde de monstres. Le sol est déchiré en énormes tranchées sous la force conjuguée des deux attaques. Une fois la bataille terminée, Elna retrouve Silver dans les rues de Kill et le remercie pour son aide durant la crise. Silver fait comme si ce n'était rien d'important, mais finit par accepter sa gratitude. Leur conversation glisse ensuite vers Arnold. Silver le désigne délibérément comme le « prince inutile », et Elna pointe aussitôt Aurora droit sur son visage. Elle exige de savoir comment il ose insulter son ami d'enfance devant elle. Pour Elna, Arnold est le meilleur prince de l'Empire, et elle ne tolérera personne qui dit du mal de lui. Silver, qui est en secret Arnold lui-même, écoute son ami d'enfance faire son éloge sans changer d'expression. Il admet que le qualifier de complètement inutile était peut-être excessif, mais ne peut s'empêcher d'ajouter que tout prince ayant une amie d'enfance aussi intense qu'Elna doit mener une vie difficile. Le masque dissimule peut-être l'identité d'Arnold, mais apparemment rien ne peut dissimuler son instinct à la provoquer. 3 jours plus tard, l'empereur Johannes convoque tous les princes et princesses pour une réunion qui doit rester entièrement confidentielle. Le prince Carlos,
ayant repris connaissance après ses graves blessures, a avoué avoir coopéré avec les deux vampires, Sam et Dean. Il savait qu'il possédait un moyen de contrôler les monstres et avait l'intention d'utiliser ce pouvoir pour prendre l'avantage durant le festival de chasse. Leur accord exigeait également que Sam et Dean se retirent de Kill une fois Carlos arrivé. En échange, Carlos avait promis d'annuler leur statut de recherché et de retirer la prime sur leur tête. Johannes clarifie soigneusement la situation. Carlos n'était pas le cerveau qui contrôlait l'ensemble de l'incident, en réalité, il avait été manipulé par les deux vampires. Malgré tout, mettre en péril l'Empire tout entier pour un profit personnel ne peut pas être simplement ignoré. Eric s'agenouille devant l'empereur et implore la clémence, arguant que si stupide qu'ait été Carlos, il reste leur jeune frère. Gordon demande également à Johannes de reconsidérer l'idée d'infliger la punition la plus sévère. Avec les principaux candidats à la succession qui plaident tous pour l'indulgence envers le frère responsable du désastre, Johannes ne répond pas immédiatement. Il se tourne plutôt vers Léonard et lui demande son avis. Léonard n'a aucune intention de protéger Carlos simplement parce qu'il partage le même sang royal. Il exige sans détour une punition sévère, car avant d'être son frère, Carlos est aussi quelqu'un qui a trahi l'Empire. Si une personne responsable d'une telle catastrophe est facilement pardonnée aujourd'hui, alors demain la famille impériale aura effectivement montré à tous que ce genre de comportement n'entraîne que peu de conséquences. Johannes souhaite garder l'affaire au sein de la famille impériale, mais Léonard s'y oppose de nouveau, les chevaliers qui ont risqué leur vie pour protéger qu'ils méritent de connaître la vérité. En entendant cela, Johannes se tourne vers Arnold. Un seul regard suffit à l'empereur pour sentir le stratège derrière la position de Léonard. Il lui demande directement si c'était son idée, mais Arnold maintient son personnage de prince inutile et refuse d'admettre quoi que ce soit. Finalement, Johannes respecte la requête d'Eric ainsi que l'avis des autres, et décide d'épargner la vie de Carlos. Le résultat du festival de chasse, en revanche, n'est plus difficile à déterminer. Léonard est officiellement déclaré vainqueur. Ce n'est pas simplement parce qu'il a obtenu le meilleur score de chasse, le classement avant pénalité montrait Carlos disqualifié, Arnold également disqualifié en deuxième position, et Léonard à égalité avec Gordon à la place suivante. Johannes choisit Léonard parce qu'il a personnellement mené les renforts jusqu'à qu'il ait gagné une confiance immense parmi les habitants des territoires de l'Est. Léonard ne célèbre pas immédiatement. Il demande plutôt à son père de récompenser convenablement les chevaliers qui se sont précipités pour combattre la horde de monstres. Juste au moment où la réunion semble sur le point de se terminer, Elna s'avance de manière inattendue et demande à l'empereur de reconsidérer la disqualification d'Arnold. Bien qu'Arnold ait peu contribué directement pendant la compétition, elle soutient que ses actions ont permis aux chevaliers d'atteindre Kill au moment critique. Johannes l'interroge sur le bracelet de suivi brisé, si Arnold l'a délibérément détruit pour permettre à Elna d'agir librement, il pourrait encore y avoir des raisons de reconsidérer la décision. Malheureusement, Arnold insiste sur le fait qu'il l'a cassé par accident, tandis qu'Elna prend elle aussi la responsabilité de l'incident et le qualifie de simple erreur involontaire. La mince ouverture qui aurait pu réintégrer Arnold dans la compétition se referme aussitôt. Johannes fait toutefois remarquer un fait indéniable, cette erreur a permis à Elna de sauver à la fois des civils et l'empereur lui-même. Il nomme donc Arnold ambassadeur plénipotentiaire adjoint, avec pour ordre d'assister Léonard dans les futures affaires étrangères. Après avoir passé des années à soigneusement construire l'image d'un prince complètement inutile, Arnold décroche une promotion pour avoir cassé un bracelet au moment parfait. Il panique visiblement et prétend ne pas avoir les compétences pour un tel poste, mais Johannes lui répond simplement qu'il est temps de prouver le contraire. Arnold s'est peut-être planifié à l'avance, mais apparemment son père est encore capable de ruiner ses plans d'une seule nomination. De retour dans sa chambre, Arnold se plaint aussitôt que toute sa stratégie a été bouleversée. Son objectif initial était de pousser Léonard sur le devant de la scène tout en continuant à agir dans l'ombre. Désormais, les deux frères sont censés voyager ensemble à l'étranger. S'ils partent sans préparation adéquate, l'influence politique qu'ils ont mis tant de temps à bâtir pourrait être démantelée par des factions rivales pendant leur absence. Le nouveau titre paraît prestigieux, mais pour Arnold, il ressemble davantage à un fardeau supplémentaire de responsabilités inévitables. Finn remarque à quel point il est épuisé et lui apporte du thé. Elle choisit délibérément un mélange censé restaurer l'énergie et insiste pour qu'il le termine, même quand Arnold veut s'arrêter. Il tente de garder son calme habituel mais finit par admettre que son corps comme son esprit sont presque à bout de force. Arnold remercie Finn pour tout ce qu'elle a fait pendant la crise. Elle répond qu'elle a plutôt l'impression d'avoir été celle qui lui donnait constamment des raisons de s'inquiéter. Finn avoue qu'en tombant dans le vide à Kill, elle a vraiment cru qu'elle allait mourir, mais qu'au moment où Arnold est apparu, elle s'est enfin sentie en sécurité. Arnold peut seulement lui répondre qu'elle a bien failli lui arrêter le cœur également. Après quelques gorgées de thé supplémentaires, Finn s'enquiert de la flûte de Hamelin. Arnold explique que l'instrument magique a été scellé dans une boîte entourée d'une formation magique, ce qui signifie qu'il est désormais inaccessible à l'ennemi. Cependant, il ajoute aussitôt que Sam et Dean pourraient eux-mêmes n'avoir été que des pions manipulés par quelqu'un d'autre. Capturer les pions ne signifie pas que le joueur derrière eux s'est révélé. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie d'Arnold,
pas une conclusion confirmée. Finn finit par éloigner la conversation de la politique et demande à Arnold s'il se souvient encore de l'épingle à cheveux en forme d'oiseau bleu qu'elle porte. Quand elle l'a reçue pour la première fois et a dû se présenter devant l'empereur enfant, Finn était tellement nerveuse qu'elle a cru qu'elle allait s'évanouir. Arnold était celui qui était venu l'encourager. Pour lui, ce n'était que quelques mots en passant, à peine dignes d'être retenus. Pour Finn, cela avait signifié quelque chose de complètement différent. Depuis ce jour, elle admirait le prince. C'est pourquoi, en le voyant plus tard affronter son père avec colère dans le territoire de Klener, elle avait un instant cru que le garçon d'où qu'elle avait connu avait changé. Une fois qu'elle avait découvert que toute cette démonstration d'hostilité n'était qu'une mise en scène, Finn avait enfin compris qu'Arnold était toujours aussi gentil qu'avant. Alors qu'elle continue de parler, elle se rapproche peu à peu jusqu'à ce que la distance entre cesse de ressembler à une conversation diplomatique et commence à devenir une toute autre forme de crise. Quand Finn réalise qu'ils viennent effectivement d'échanger un baiser indirect, tout son visage s'empourpre et elle bondit aussitôt en arrière comme frappée par la magie. Arnold reste assis si calmement qu'elle est la seule à paniquer visiblement. Finn reprend bientôt son courage, regarde l'épingle en forme d'oiseau bleu, et dit à Arnold qu'il était le chasseur qui avait abattu la mouette ce jour-là. Blomeo, un nom célèbre dans tout l'Empire, finit par admettre qu'elle avait été capturée depuis longtemps par un prince qui avait passé sa vie à se faire passer pour inutile. Arnold et Léonard rendent visite à leur mère avant de quitter l'Empire pour leur nouvelle mission d'ambassadeur planétaire. L'impératrice est ravie d'apprendre que ses deux fils se sont distingués lors de l'incident de Kiel. Pendant qu'Arnold redirigeait aussitôt la majeure partie du mérite vers Elna et tous ceux qui ont défendu la ville, tout se passe paisiblement jusqu'à ce que leur mère demande soudain quelle princesse Blo l'un d'eux épousera un jour, manquant de faire recracher son thé à Arnold. Il explique précipitamment que Finn n'est fiancé à personne et que tous deux passent simplement beaucoup de temps ensemble à cause de son lien avec la maison Klener. Krista ajoute innocemment que Finn est belle et conviendrait parfaitement à son frère Arnold. Les adultes allument l'allumette et la petite sœur y verse tranquillement de l'essence. Avant qu'Arnold ne parte, sa mère lui rappelle de prendre soin de lui car elle sait qu'il a tendance à trop travailler. Arnold nie naturellement, prétendant qu'il ne fait presque rien, bien que son emploi du temps diplomatique actuel ne ressemble en rien à la vie d'un prince paresseux. Dès qu'Arnold quitte la pièce, son expression change. Si Eric, Gordon ou Zandra montent sur le trône, Léonard ne sera pas le seul en danger. Leur mère et Krista pourraient tout aussi bien devenir des cibles. Arnold dispose de très peu de temps dans la capitale, il ordonne donc immédiatement à Sébastien d'enquêter sur les faiblesses parmi les nobles neutres. Avant de quitter le pays, il souhaite éliminer autant de menaces que possible. Sa première cible est le comte Belt. Arnold se rend au domaine du comte et évoque les rumeurs entourant sa femme, Bedina. Elle dépense de manière extravagante presque chaque soir et a même emprunté de l'argent à des marchands et à d'autres nobles. Belt admet qu'il aurait mis fin à ce mariage depuis longtemps s'il l'avait pu. Le problème est que l'empereur Johannes avait été extrêmement satisfait lorsque leur union avait été annoncée, si bien qu'il serait difficile de lui demander maintenant un divorce. Arnold propose une solution, Belt devrait coucher toute la situation par écrit, et Léonard présenterait l'affaire à leur père en son nom. À cet instant précis, Bedina fait irruption dans la pièce en réclamant davantage d'argent de poche. Elle ne se soucie même pas de savoir qui reçoit son mari jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il s'agit d'Arnold. Elle sourit alors avec mépris, répète les rumeurs propagées par la maison Holsworth et le traite tranquillement de prince inutile dont tous les talents auraient été volés par son frère jumeau. Arnold reste parfaitement calme, presque comme si elle insultait quelqu'un d'autre. Belt, en revanche, est réellement furieux, insulter ouvertement un membre de la famille impériale pour écouter son titre à toute leur maison. Ce n'est qu'à ce moment-là que Bedina réalise que sa bouche est allée bien plus vite que son cerveau, et elle bat rapidement en retraite. Belt voulait déjà divorcer, mais cette scène achève le peu d'hésitation qui lui restait. Il demande à Arnold de l'aider à porter l'affaire devant l'empereur et promet de ne jamais oublier cette faveur. Plus tard, Finn demande si utiliser les problèmes familiaux de Belt pour l'attirer vers leur faction est vraiment acceptable. Arnold répond par une autre question, et si Bedina avait été placée là dès le départ par Zandra? La famille de Bedina a des liens avec la maison Kruger, les parents maternels de Zandra, et la femme aurait apparemment reçu deux missions, d'abord épouser Belt et ruiner lentement ses finances par des dépenses constantes, ensuite entamer secrètement une liaison avec l'actuel ministre des Travaux publics. Le plan de Zandra était d'attendre que Belt soit acculée dans une position désespérée, puis d'apparaître comme sa sauveuse et de le mettre en dette envers elle. Au même moment, elle aurait pu révéler la liaison à l'empereur, détruire le ministre des Travaux publics et le remplacer par l'une de ses propres personnes. C'était une manœuvre politique à double effet, cultivée pendant plusieurs années. Malheureusement pour Zandra, Arnold est intervenu au moment exact et a volé tout le dispositif au profit de la faction de Léonard. Elle avait préparé le repas pendant des années, seulement pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir et le manger. Finn comprend que Zandra sera furieuse, ce qui est exactement ce qu'Arnold recherche. Pendant que lui et Léonard seront à l'étranger, leur faction aurait beaucoup de mal si Eric, Gordon et Zandra se concentraient tous ensemble sur eux. Arnold a donc l'intention d'affaiblir Zandra en premier avant son départ. Détruire l'un de ses stratagèmes de longue date donne à Eric et Gordon une raison de tourner leur attention vers leur sœur plutôt que de s'unir contre Léonard.
C'est là le véritable objectif. Arnold ne prétend pas non plus que son propre camp est moralement irréprochable, Belt était utilisé par Zandra auparavant, et maintenant la faction de Léonard l'utilise également à des fins politiques. Le plan porte ses fruits presque immédiatement. Lorsque l'empereur Johannes apprend que le ministre des Travaux publics couchait avec la femme de l'un de ses subordonnés, il le révoque sur le champ. Le poste nouvellement vacant est alors confié directement au comte Belt. Le chancelier France flaire immédiatement une lutte de succession derrière cette décision, mais Johannes n'en est pas dérangé. À ses yeux, une personne incapable de mener ne serait-ce qu'une manœuvre politique élémentaire n'a rien à faire sur le trône impérial. France lui rappelle que Johannes lui-même avait autrefois été surnommé le prince débauché et qu'il avait délibérément joué les idiots dans sa jeunesse. Cette comparaison fait naturellement penser l'empereur à Arnold. Le 7e prince a la réputation d'être inutile. Pourtant, la faction de Léonard s'est développée bien trop rapidement pour qu'il n'y ait personne en train de discrètement déblayer le chemin. Johannes commence à soupçonner qu'Arnold pourrait délibérément cacher ses véritables capacités. Pour l'instant, cependant, ce soupçon ne va pas plus loin, il n'a absolument aucune idée qu'Arnold est Silver. De leur point de vue, Léonard avance ouvertement sur le chemin de la vertu tandis qu'Arnold gère discrètement tout ce qui doit être fait dans l'ombre. France rappelle néanmoins à l'empereur qu'Éric, Gordon et Zandra sont tous des talents exceptionnels, et que les jumeaux n'ont actuellement aucune voie évidente vers la victoire. Johannes répond que la compétition entre héritiers doués pourrait finalement produire un excellent dirigeant. Puis son ton s'adoucit, en fin de compte, il reste tous ses enfants. Il sait qu'il n'a peut-être pas le droit de demander un tel dénouement, mais il espère tout de même que le conflit de succession pourra se conclure avec le moins de sang versé possible. Léonard se réjouit que la situation de Belt ait été résolue si facilement. Arnold avertit aussitôt son jeune frère d'être prudent dans le choix de sa future épouse, apparemment traumatisé par le mariage du comte Belt au nom de ce dernier. Léonard retourne la question et demande si Arnold a déjà songé au mariage lui-même. Pour une raison quelconque, Arnold imagine immédiatement Elna et Finn en robe de mariée, pâlit visiblement et déclare qu'il préférerait rester célibataire dans un avenir prévisible. Malheureusement, il ne peut savourer cette pensée bien longtemps avant que la conversation ne revienne à Zandra. Ils viennent de détruire l'un de ses stratagèmes, une riposte est donc presque garantie. La première personne dont Léonard s'inquiète est Finn. Une fois que les deux frères auront quitté l'Empire, elle représentera effectivement la faction de Léonard dans la capitale, ce qui fera d'elle une cible politique facile. Arnold est déjà arrivé à la même conclusion, raison pour laquelle il l'emmène au domaine d'Ansberg, l'une des résidences les mieux protégées de la capitale. Les domestiques reconnaissent immédiatement Arnold, car Elna avait l'habitude de le traîner partout dans le domaine lorsqu'ils étaient enfants. La personne qui vient les accueillir est la mère d'Elna, Anna von Ansberg. Arnold l'appelle avec désinvolture tante Anna, rendant évident que les deux familles se connaissent depuis très longtemps. Anna dit que Finn est actuellement avec Elna, puis demande avec légèreté si Arnold souhaiterait les rejoindre au bain. Arnold refuse aussitôt, n'ayant aucune envie de mourir aujourd'hui. Anna lui dit d'attendre plutôt dans la pièce intérieure. Arnold ouvre la porte sans frapper et se retrouve récompensé par la vue de Finn et Elna en train de changer de robe. Tous trois se figent pendant plusieurs secondes avant qu'une intention meurtrière n'éclate chez Elna et qu'un oreiller ne vole droit au visage d'Arnold. Arnold soupçonne fortement que tante Anna savait exactement ce qu'elle faisait en l'envoyant dans cette pièce, mais Anna prétend innocemment lui avoir déjà dit que les filles étaient parties se baigner. Elna fait remarquer que rien de tout cela ne serait arrivé si Arnold avait simplement appris à frapper. Anna redirigeait alors habilement la conversation vers le mariage, demandant si la maison Ansberg est censée rivaliser avec la maison Klenner pour Arnold. Elle propose même une solution pacifique, Finn et Elna pourraient toutes deux épouser Arnold. Arnold réagit à l'idée du mariage avec une terreur sincère et la rejette aussi vite que possible. Revenant à la véritable question, il explique qu'il souhaite que Finn reste au domaine d'Ansberg pendant son absence, de préférence aussi près que possible d'Elna. Dès qu'Anna comprend que cette demande est liée à la lutte de succession, elle refuse. La maison Ansberg suit une règle tacite consistant à éviter la politique, car sa puissance militaire est tout simplement trop grande. Arnold s'attendait à cette réponse et change immédiatement d'angle. Finn est une Blow et elle est également profondément appréciée par l'empereur. La protégée peut donc être présentée comme la protection d'une noble dame estimée par sa majesté plutôt que comme un ralliement formel à la faction de Léonard. Anna voit immédiatement la faille qu'il essaie d'exploiter, mais lui dit qu'il n'avait jamais eu besoin de tourner autour du sujet. S'il lui avait simplement demandé personnellement de faire une exception cette fois-ci, elle aurait accepté. Malheureusement, Elna vient de recevoir l'ordre de rejoindre la délégation d'ambassadeurs plénipotentiaires en tant qu'escorte. Cela signifie qu'elle ne pourra protéger Finn que tant qu'elle restera dans la capitale. En attendant, Elna promet qu'aucun ennemi d'Arnold ne posera la main sur elle. Finn s'inquiète d'autre chose et demande si Zandra pourrait viser directement Arnold. Il répond calmement que sa sœur enverra probablement des assassins au moins une fois, mais que si quelque chose de vraiment grave se produit, Silver pourra toujours l'aider. Dans le carrosse, Arnold songe qu'Elna était l'une des couches de protection les plus solides de Finn. Pourtant, elle a maintenant été affectée à la même mission diplomatique que les jumeaux. Il est possible que les aînés d'Arnold aient délibérément organisé cela pour affaiblir les défenses de Finn. Pour l'instant, cependant, ce n'est que spéculation. D'un point de vue national, envoyer quelqu'un d'aussi puissant qu'Elna avec la délégation est tout à fait raisonnable.
Arnold a également encore besoin de Sébastien et Marie pour diverses opérations dans l'ombre, ce qui signifie qu'il n'a pas d'autre choix que de trouver un autre garde à la fois puissant et digne de confiance. Cette pensée vient à peine de lui traverser l'esprit lorsque Sébastien détecte des ennemis. Un groupe d'assassins déclenche une explosion, le forçant à quitter le carrosse pour les affronter. Le carrosse ne parcourt qu'une courte distance avant que le cocher ne l'abandonne également. Un autre assassin apparaît directement sur le chemin d'Arnold. Ce n'est qu'à cet instant qu'Arnold comprend la structure de l'attaque, le premier groupe n'était qu'une diversion, celui-ci est le véritable assassin qui le vise. L'assassin se moque du prince inutile qui n'a nulle part où fuir. Arnold répond calmement que Sébastien reviendra bientôt. L'attaquant rit, 12 assassins le retiennent occupé. Même Sébastien, le tueur légendaire connu sous le nom de la Faucheuse, n'en finira pas avec tous immédiatement. Plus important encore, la mission n'est pas de tuer Arnold, mais de le capturer vivant. L'assassin lui dit même que s'il veut blâmer quelqu'un, il devrait blâmer son jeune frère d'être trop exceptionnel. Arnold comprend immédiatement l'implication, il y a de fortes chances qu'il soit sur le point d'être livré à sa sœur aînée, plutôt réputée pour son goût de la torture. Ce n'est pas un résultat particulièrement séduisant. L'assassin enflamme son arme et frappe. Mais avant que l'attaque n'atteigne Arnold, une jeune fille portant un chapeau s'interpose et la bloque. Il s'agit de Lynfia, l'aventurière qui avait déjà rencontré Silver lors de l'incident du Slim Mare. Elle prétend n'être que de passage par hasard, mais dit qu'elle regretterait le reste de sa vie si elle s'éloignait après avoir vu quelqu'un sur le point d'être tué. L'assassin l'avertit que se ranger du côté d'Arnold revient à se faire un ennemi d'un noble extrêmement puissant. Lynfia ne recule pas. Le combat commence immédiatement. La relique que Lynfia a découverte dans les ruines change de forme entre ses mains, elle la transforme en lance et active sa véritable capacité. L'arme produit un son particulier capable d'endormir même de puissants monstres, et cet effet met rapidement l'assassin en difficulté. Lynfia ne le bête ni ne le capture, mais l'homme comprend que prolonger le combat ne fera qu'aggraver la situation et choisit de se retirer. Arnold n'a jamais besoin de révéler son identité de Silver. Ensuite, il remercie Lynfia. Elle répond simplement que protéger les gens fait partie du devoir d'une aventurière. Au moment où elle apprend que l'homme qu'elle vient de secourir est Arnold Lackadler, elle se fiche cependant et met immédiatement un genou à terre. Dès qu'elle réalise qu'il est le 7e prince, elle relie aussitôt l'attaque au conflit de succession et comprend qu'elle a peut-être accidentellement sauvé exactement le genre de personne capable de résoudre le problème qui la préoccupe. Lynfia explique que des enfants et de jeunes femmes de son village sont devenus à plusieurs reprises la cible de ravisseurs. Les villageois ont signalé la situation à leur seigneur et à l'armée locale, mais ni l'un ni l'autre n'a pris de mesures significatives. Pour l'instant, ils ne peuvent qu'engager des aventuriers pour assurer leur protection. Leur argent s'épuise et le problème sous-jacent reste non résolu. Arnold évoque la possibilité que des fonctionnaires locaux coopèrent avec les ravisseurs, mais précise clairement qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et qu'il n'existe encore aucune preuve. Lynfia avait initialement l'intention de chercher Silver, car elle l'avait rencontré lors d'une mission précédente et pensait qu'un aventurier de rang SS disposerait de suffisamment de relations pour atteindre des personnes ayant une véritable autorité au sein de l'Empire. Elle n'a aucune idée que Silver et Arnold sont la même personne. Maintenant qu'elle a accidentellement rencontré un prince impérial directement, ce détour n'est plus nécessaire. Lynfia demande à Arnold de sauver son village, à la fois en éliminant la menace de longue date et en les aidant à maintenir leur protection. Entre-temps, Arnold demande ce qu'elle fera s'il refuse. Lynfia répond sans hésiter, elle transmettra des informations nuisant à sa réputation à un autre prétendant à la succession et lui dira que le 7e prince a refusé d'aider des civils dans le besoin. Cette seule phrase suffirait à rendre les rivaux politiques d'Arnold très désireux d'intervenir et de gagner le soutien du public. Sébastien, écoutant à proximité, juge immédiatement Lynfia remarquablement posée, elle a le courage de sauver une inconnue, la conscience de comprendre la situation politique plus large, et suffisamment d'intelligence pour trouver un levier au profit de son village. Arnold combine aussitôt les deux problèmes en une seule solution. Lui et Léonard sont sur le point de quitter le pays, tandis que Finn restera dans la capitale et aura besoin d'une protectrice de confiance. Si Lynfia accepte de servir de garde du corps à Finn, Arnold couvrira toutes les dépenses nécessaires à la protection de son village. Lynfia est surprise du caractère si favorable de cet arrangement. Arnold, de son côté, sait qu'il n'a pas beaucoup de meilleures options. Léonard est trop gentil, tout comme Finn. Si Arnold ignore le village et que l'un des deux l'apprend plus tard, ils essaieront inévitablement d'aider quand même. Régler la question maintenant lui évite simplement du travail supplémentaire à l'avenir. Après seulement une brève conversation, Lynfia comprend déjà qu'Arnold est complètement différent du prince inutile décrit par les rumeurs. Elle se demande même brièvement si l'homme devant elle pourrait d'une manière ou d'une autre être Léonard déguisé. Finalement, Lynfia accepte formellement la mission. Si Arnold protège sa terre natale, alors elle protégera lui et tout ce qu'il souhaite protéger. Les deux se serrent la main, et Arnold marque tranquillement l'accord comme conclu.